Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. On se retrouve aujourd'hui pour l'ultime épisode du Dunk Hebdo NBA podcast avant notre séquence des H20 et avant la grande dernière de la fin du mois de septembre. Et aujourd'hui, on va revenir un peu sur un épisode qu'on a fait il y a quelques années en le remixant un peu. C'est tout simplement comment suivre la NBA. Voilà, la manière dont on suit nous cette ligue, comment on s'informe, comment notre rapport au match, aux analyses, etc. Pour ce faire, il a décidé de mettre une casquette au dernier moment et on n'était pas tous d'accord vis-à-vis de l'ajout de cette casquette, mais il l'a quand même fait. C'est Greg. Comment ça va, Greg? Ça va très bien, merci. Mais on a tous les trois des lunettes, on a plus ou moins de la barbe, on a toutes les étapes de la barbe là. Il y a des dégradés de couleur de cheveux, c'est très beau ce qui se passe là. Mais on a tous les trois des lunettes, donc signe distinctif, du coup, la barbe et la casquette. Je me devais, non, en vrai, c'est juste que j'ai une coupe de merde. Voilà. C'est vrai qu'on a allé toutes les étapes, dont l'étape inexistante de mon côté. C'est une étape, hein. C'est une étape. Hein. C'est une première étape. C'est comme la mécanique de tir de Mikal, ça part de loin, mais tant que ça rentre, quand ça compte en play-off, eh ben écoute, c'est du bon. Et avec moi, Tom, c'est notre dernier épisode avant la grande dernière. Ouais, c'est vrai. Et pour ça, on a Greg qui agit comme notre président en faisant ce qu'il veut. Mais écoute. Non, mais franchement, ouais, ça, c'est un peu petite émotion, en vrai, petite émotion. Mais bon, après, c'est pas parce que les gens, ou c'est pas parce qu'on ne s'entendra plus ou qu'on ne discutera plus en podcast qu'on ne discutera plus du tout. Donc, voilà, c'est juste une étape, hein. Mais comme je l'ai dit dans l'épisode avec Alan, je ne parle à ces gens que à l'occasion des podcasts. Autrement, je ne leur adresse pas la parole. Vraiment, je vois pas pourquoi on parlerait. En tout cas, oui, donc vous comprenez tout ça. La suite des opérations du côté de Dunk Hebdo, c'est le DH20 et ensuite la dernière. Je pense que ça s'entendra à chaque épisode et qu'on aura la réflexion à chaque épisode dans les commentaires YouTube. Pour l'instant, ça n'a pas raté. Vous allez vous arrêter. Oui. Excusez-nous. Oui, ça a été. On a fait un message là-dessus il y a quelques semaines. Voilà, on a beaucoup discuté là-dessus. Donc, n'hésitez pas à suivre quand même. C'est le rappel protocolaire, cette page, parce qu'il y aura une suite, il y aura un spin-off. Donc, n'hésitez pas quand même à suivre sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Nous, les gars, on va s'acheminer tranquillement vers cet épisode où on va partir un peu dans tous les sens, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de très très bien sur cette manière, la manière dont on suit la NBA, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par une question assez simple après la pause, c'est comment suit-on la NBA au quotidien? Comment suit-on la NBA au jour le jour? Quel support est-ce que l'on privilégie? Est-ce que cette manière de suivre la NBA évolue au cours de l'année? Autant de questions auxquelles on va essayer de répondre. Tom, je vais commencer par toi. Très simple. Comment tu suis la NBA au jour le jour? Alors, au jour le jour, essentiellement, moi, ce que je vais faire, c'est que la première chose, ça va être de regarder, par exemple, les résultats de la nuit si j'ai pas regardé de match. On va dire que je vais avoir une approche, vu que je suis aussi fan de Memphis. Si Memphis joue, mon premier réflexe, ce sera de télécharger le match pour le regarder, par exemple, pendant les trajets sur la tablette, de faire un premier visionnage. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'il y a pas mal de podcasts en hebdo, pas hebdomadaire, mais des podcasts journal, par exemple le réseau Lockdown qui est assez intéressant, donc je vais pouvoir peut-être écouter quelques podcasts, voir peut-être quelques découpages vidéo sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Mais par exemple, moi dans mon suivi de la NBA aujourd'hui et la chose qui a le plus évolué par rapport au tout début, c'est que je ne regarde pas du tout de télé. Télé dans le sens télévision, match en direct et ou apport de la télé française, c'est ça? C'est ça. Je regarde rien à la télé française, concrètement, sur la NBA. Alors, pour faire la transition, moi, je regarde souvent quand je suis là. On va un peu raconter nos vies, en soi, dans cet épisode. Moi, je regarde beaucoup quand je suis chez mes parents, en fait, ce qui est et ça simplifie, en fait, les choses de voir le match le matin, parfois. Greg, comment tu suis la NBA et les glorieux Phoenix Suns au jour le jour? Ça a beaucoup changé pour le coup en 20 ans. Je l'ai déjà raconté, mais à l'époque, il y avait Davka, un site où on téléchargeait les matchs en torrent, etc. Machin. Tu te souviens, Tom? Et oui, les trucs sombres. Ouais, exactement, les trucs très sombres avec le layout un peu violet là. Bon, bref, ceux qui savent, les OGs savent. Bon, voilà. Et aujourd'hui, alors, il y a plusieurs options. Il y a soit le League Pass, et ça demande quand même de mettre une somme parce que c'est pas quelque chose qui est donné, forcément, à tous les budgets, surtout dans la France actuelle, avec tout ce qui se passe sur les budgets des Français aujourd'hui. Donc, ça demande quand même un investissement, soit de temps,
pour trouver des versions pirates, etc., machin, ce qu'on ne vous conseille pas, évidemment, wink wink, soit effectivement de l'argent où vous devez dépenser en League Pass. Donc, moi, je me débrouille pour trouver des matchs. J'ai tout simplement décidé de passer sur le League Pass il y a quelques temps pour me faciliter un peu la vie. Et du coup, ce que je fais, c'est que je commence par regarder les résultats, un peu comme toi, Tom. Donc, j'utilise l'application Oops pour le faire. Je trouve qu'elle est vraiment bien foutue pour le coup. Et je passe un salut amical à Lookman qui la développe, qui est un fan français des Sixers d'ailleurs. Et du coup, il a développé cette application fan-made pour suivre la NBA. Et une fois que j'ai les scores, je regarde particulièrement si les Suns sont joués ou pas, un peu comme Tom avec Memphis. Et après, dans tous les cas, je vais me faire le replay intégral des Suns. Et ensuite, on peut rajouter 1 à 2 matchs NBA de la nuit. Et généralement, les matchs, je les regarde en All Possessions. Donc, c'est un format qui permet d'enlever toutes les longueurs, etc., etc. Mais quand le match est vraiment chaud, parce que évidemment, quand je regarde les scores, je ne regarde pas que les scores, je regarde les scores par carton, est-ce qu'il y a eu un écart, etc., etc. Et quand je sens que le match a été un peu chaud, je regarde la version intégrale parce que c'est très important de regarder notamment les temps morts, les systèmes après les temps morts, ce qui se passe pendant un temps mort et pendant les pauses, les ajustements. Ça permet de mieux capter les dynamiques des oppositions pendant le match et des ajustements des coachs, qui n'est pas le cas dans un All Possessions. Et j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui a beaucoup changé pour moi quand j'ai postulé à Dunk Hebdo et que je suis devenu, entre guillemets, généraliste, que je suis passé du statut d'observateur privilégié d'une seule équipe à l'observateur généraliste de toute la NBA. Là, clairement, quand on veut observer toute la NBA, il faut le faire aussi correctement que quand on le fait pour son équipe. Et donc, j'ai arrêté les All Possessions sur les matchs qui ne concernaient pas les Suns. Et je suis passé aux All Possessions pour les matchs qui sont pas très intéressants en termes de dynamique. Mais par contre, dès que ça sent un peu le match costaud, là, je regarde la version intégrale. Et effectivement, je regarde pas du tout la télé, donc pas d'abonnement en be-in. La majeure partie du temps, j'ai la chance d'avoir une console où il y a une application NBA. Donc, je regarde à partir de la console sur le dispositif télé. Mais sinon, c'est sur la tablette également. Tom, j'ai l'impression que tu avais envie de réagir sur le All Possession. Ah oui, le All Possession, moi, j'y arrive pas du tout. Moi, j'ai mal à la tête, en fait. Il y a trop de... Pour moi, c'est trop découpé. Alors, c'est tellement mal découpé. Moi, je ne comprends pas qu'on n'ait toujours pas réussi à trouver un système dans lequel t'es tout, mais sans couper des débuts de possession. Parce qu'en fait, le All Possession coupe des débuts de possession, ce qui est un peu embêtant, quand même, parfois, parce que c'est pas tout le temps bien fait. On voit que c'est généré, je pense, avec de l'intelligence artificielle. Bref. Mais, il y a quand même moyen de faire un dispositif dans lequel tu as toutes les possessions dans leur longueur en coupant tous les temps morts, etc. Ce que n'est pas le All Possession qui gratte certains débuts de possession. C'est un peu frustrant, ça. C'est vrai que le League Pass, avant, il proposait une version où tu avais un match de 40 minutes, 40 ou 45 minutes. Malheureusement, cette version n'est plus disponible. Alors, peut-être, moi, je suis sur le League Pass français, qui est un peu moins de 200 €. Mais voilà, j'ai pas cette version-là. Alors, avant, on l'avait... Pas non plus sur le League Pass coréen. Non plus. Rappelons que non, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est intéressant ce que tu dis, Tom, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé quand Microsoft a repris les droits d'exploitation de la Ligue pour faire le League Pass, justement. Parce que c'est Microsoft qui, depuis quelques années, fait le League Pass. Le League Pass a beaucoup changé et perdu en qualité d'exploitation et des options. Et c'est vraiment dommage. Et en plus, ce que je trouve dommage, c'est que travaillant sur un projet à partir des données de la NBA, donc de l'API, pour ceux qui connaissent un peu le code, etc., et la manière dont on fait les sites web et tout, machin, en fait, je pense que techniquement, ça doit pas être phénoménal que d'isoler, d'extraire les temps morts réels des matchs, des vidéos, et ensuite, grâce au minutage notamment, d'avoir une découpe automatique des matchs pendant les temps morts et les publicités. T'enlèves tout ça et tu laisses le reste, et surtout tu mets des marqueurs qui t'indiquent qu'à ce moment-là a été pris un temps mort ou que la possession en question est une sortie de temps mort, donc ATO par exemple. Donc, mais bon, ils le font pas. Bon, c'est un des défauts du League Pass. Et du coup, la question initiale était comment on fait pour suivre la NBA aujourd'hui. Eh ben, on se ronge les ongles devant ce League Pass qui est éclaté. Après, qui est difficile. Le League Pass, si je peux rebondir là-dessus, je pense qu'il a globalement bien changé ma façon de suivre la NBA dans le sens où c'est devenu plus facile. Depuis que j'ai le League Pass, je ne regarde plus rien en direct en dehors des playoffs. Il n'y a que les playoffs ou par exemple les grosses affiches
ou par exemple les affiches qui sont à heure française que je veux regarder en direct. Sinon, je regarde tout en différé. Et sachant que à n'importe quel moment, même si t'es réveillé, par exemple, pendant que le match est en train de se jouer, ben, tu peux choisir de reprendre au début. Tu vois, t'es pas soumis à prendre la fin du match complètement. Là où, par exemple, sur les sites à l'époque où les matchs étaient disponibles, ben, parfois, il fallait attendre le lendemain, il fallait attendre 11h, midi, que le match soit rendu disponible. Là, tu peux consommer le contenu comme tu veux, au moment où tu veux et un peu de la façon où tu veux. Et après, il faut savoir que par rapport au League Pass, quand on peut entendre par exemple dans les podcasts américains, et pour l'avoir déjà vécu, puisque j'ai pu aller au Canada en ayant mon League Pass, il y a là vraiment la problématique de la couverture géographique. Par exemple, au Canada, par exemple quand j'étais au Canada, je ne pouvais pas voir le match en prime time sur ESPN sur le League Pass. Je pouvais le voir que quand le match était terminé. Là où, Oui, voilà, y a là des où en problèmes Europe, on n'a pas ce similaires. problème. Les histoires de marché et tout ça. Ouais, moi qui suis sur un Discord de fans des Suns, et effectivement, les locaux se plaignent de la répartition géographique des droits TV. Oui. Parce qu'en fait, il y a le proprio des Suns a distribué littéralement des antennes gratuitement aux fans pour qu'ils puissent capter sur la télé locale avec qui il avait passé un accord dès son arrivée. Et en fait, il y a des matchs en antenne nationale qui sont pas sur le League Pass et qui sont pas non plus sur l'antenne locale. Donc, littéralement, les fans des Suns en Arizona ne peuvent pas regarder les Suns jouer. Ils sont obligés de payer un network national hyper cher pour pouvoir le voir. Mais bon, nous, on a la chance de pas subir ça. On subit les quasiment 200 € de League Pass ou les 140 €, je sais pas, de League Pass. Ça dépend où est-ce que tu es. Où tu ouais, vis. voilà, c'est ça. Mais, Ouais, ça dépend. La région parisienne, c'est juste que j'ai oublié le prix parce que mon cerveau est suffisamment intelligent pour me faire oublier quand je me fais entuber, quoi. Mais il y a cette problématique dans les ligues américaines où le League Pass international est en général de meilleure qualité que ce que vivent les locaux. Alors, un peu pareil que vous, le League Pass a effectivement changé ma vie. Alors moi, le All Possession, je le fais parfois quand on va parler d'une équipe et où je me sens pas prêt, genre le jeudi, je peux enchaîner des All Possession, mais dans ce format All Possession, rappelons qu'on l'a peut-être pas dit, où tout est coupé en fait, voilà, il y a plus rien du tout vraiment. Tom, je comprends ton sentiment. Moi, je dois faire une pause. Genre, je regarde un quart-temps, je prends mes notes, je fais une petite pause. Un autre quart-temps, je prends mes notes, je fais une petite pause parce qu'autrement, ça va très très vite, c'est très compliqué. Et les changements dans ma vie ont fait que je regarde plus de matchs en direct maintenant parce qu'en fait, je travaille beaucoup la nuit. Donc, en fait, il y a un moment, j'ai une pause, je dors pas. Il est 2h du mat, il est 2h30 du mat. Bon, tu mets le match NBA, voilà. Ce que à une époque, je faisais plus, tout simplement. Et puis même quand j'étais en Corée, en fait, quelle vie de roi, t'as les matchs au début de fin de matinée, extraordinaire. Question, je me permets déjà de brouiller la trame. de brouiller la trame. Quelle est pour vous l'heure la pire pour un match NBA? Est-ce que tu travailles ou est-ce que tu travailles pas déjà? Première question. Disons que tu travailles. Tu travailles et tu dois te réveiller genre à 7h. Non, peu importe. Genre, mais tu veux dire à regarder en direct? À regarder en direct. Ah ouais, c'est 3h du mat. Ouais, 3h30. Ouais, c'est les matchs de la côte ouest. Ouais. Mais tu sais, les matchs, typiquement les matchs des Suns, hein. Désolé. 3h30, 4h, t'en as pour 2 heures, il est 6h, t'attaques à 8h le boulot, donc, ou 9h le boulot en fonction de ce que vous faites dans la vie. Moi, j'ai beaucoup de chance, je commence à 10h30 et j'habite littéralement à 30 secondes de là où je bosse. Donc, je peux me lever à 10h15 si je le veux, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais moi, franchement, le bail de regarder les matchs la nuit, en vrai, maintenant, à 40 ans, après 20 ans à regarder la NBA, c'est fini. Moi, je donne plus. Je donne plus. Je fais ça pour les étudiants. Ouais, non, mais je pense que, je respecte, hein, franchement. C'est pas que je respecte, c'est que si c'est votre manière de consommer, très bien. Franchement, c'est cool. Moi, franchement, je peux plus, quoi. En fait, ça me rajoute pas de plaisir et ça m'en enlève pas de le regarder le lendemain. Et en plus, ma manière de consommer le produit, ma manière de regarder le basket a tellement évolué depuis que je suis tombé amoureux de ce sport il y a 20 ans, qu'en fait, même si je connais le résultat, en réalité, c'est pas ce qui m'intéresse principalement, sauf quand on arrive vraiment en play-off. Et là,
Quand tu arrives en playoff, bah voilà, les Suns, il y a 3 matchs à jouer généralement, enfin 4. Donc, donc sur 4 matchs, je peux 4 fois ne pas aller sur Twitter pour pas me faire spoiler, quoi, tu vois. C'est très intéressant ça, parce que moi, quand je parle avec des proches de NBA, etc., ou par exemple, typiquement, quand je suis chez ma famille, on me dit « Ah, mais t'as vu le résultat du match de la nuit ?» Et il y a d'autres proches qui font à chaque fois « Ah, mais il faut pas lui dire et tout. » Mais en fait, je pense que nous, on est arrivé à un stade de suivi de la NBA où oui, le résultat, il est intéressant, sauf bien évidemment playoff ou vraiment match très coup près. Mais autrement, ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé pendant le match. Donc en soi, ouais, savoir qu'il y a eu un Boston-Cleveland et que Cleveland a gagné 3 points, ok, d'accord. Mais il s'est passé quoi, en fait, concrètement dans le match? Exactement. Ça, Et du coup, on retombe sur les limitations du all possessions, parce que des fois, même avec le score et même avec le all possessions, je comprends pas tout. Exactement. D'où l'intérêt de regarder les matchs en entier, et même si t'as le score, en fait, ça te spoil moins que sur un match de foot où c'est du 1-0, 2-0, parce que t'as 90 minutes avec un score beaucoup plus petit. Là, t'as des grands 96. Maintenant, 120 et tout. Ouais, c'est ça, tu vois, comment il y a 115 points qui ont été scorés et 113 de l'autre équipe, et après, tu peux regarder plus loin dans les stats, hein. Tu peux regarder le nombre de changements de score, etc., voir si ça a été vraiment une bataille à couteau tiré, ou s'il y a eu 20 points pour une équipe et dans le dernier ou dans les deux, Ouais. dans le Game of dernier Thrones. carton et demi. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a plein de scénarios qui sont possibles. Donc, mais si tu vois que le score, t'es incapable de te dire ce qui s'est passé dans le match. Il y a tellement de scénarios possibles derrière un score au basket que franchement, se faire spoiler, à part les matchs de playoff, je m'en fous complètement, quoi. Même sur les matchs des Suns, hein. Bah, surtout que le League Pass, bah, il est très mauvais pour le mode spoil, c'est-à-dire qu'il t'a mis pas le score, mais il t'a mis le mec qui a les bras levés, quoi. Ouais. Ouais, non, Avec le buzzer 0. C'est vraiment un problème, ce produit, quoi. En plus, pour le coup, moi qui regarde la WNBA depuis 2 saisons maintenant, le League Pass de la WNBA est tellement au-dessus, les gars. Le site de la WNBA, ouais, le site de la WNBA, les charts qui sont faits à partir de chaque match sont tellement graphiquement supérieurs à ce qui est fait sur le site de la NBA. C'est vraiment. Après, bon, les stats ne vont pas aussi loin, malheureusement, que celles qu'on trouve sur la NBA pour l'instant. Mais elles ont acheté des outils il n'y a pas très longtemps pour le faire, donc ça devrait évoluer dans les années qui arrivent. Mais oui, c'est très frustrant le suivi de la NBA en termes d'outils de manière générale, quoi. Et pourtant, malgré cette critique justifiée du League Pass qui va encore nous poser problème dans quelques semaines, on est d'accord que dans notre suivi actuel de la NBA, c'est un indispensable. Oui. Bah, si tu veux gagner du temps et que tu as 200 balles par an à mettre dedans, oui. Sinon, encore une fois, il y a des sites pirates qui existent. On le condamne évidemment, wink wink, mais tu peux te débrouiller autrement. Mais par contre, je pense que ça dépend de ton type de consommation du produit. Nous, chez Dunk Hebdo, on a une consommation qui est liée non seulement à notre passion individuelle pour le sport et pour la ligue, donc on va regarder de toute façon qu'on enregistre podcast ou pas, mais aussi, j'allais dire, on a un besoin inhérent à notre envie de discuter de basket entre nous, et pas juste de discuter comme si on était au PMU, mais d'essayer de produire un peu d'analyse, que ces analyses soient sensées, etc. Donc on doit quand même aller plus loin qu'une consommation, j'allais dire, consommatrice. Et du coup, ça nous amène forcément à aller un petit peu plus loin. Donc pour aller plus loin, il nous faut les outils. Et il nous faut les outils, à commencer par le League Pass, mais tout le reste dont on parlera peut-être plus tard. Mais les outils où on trouve des stats, où on trouve des stats digérées, où on trouve des analyses, des blogs, écouter des émissions. Tu parlais tout à l'heure de podcasts du réseau Lockdown. Voilà, il y a des tas et des tas de podcasts qui sont produits en francophonie et du côté des États-Unis. Il y en a dans plein d'autres langues aussi, si on a la chance de les parler. Ouais, mais le League Pass, je pense que, en tout cas, quand on produit du contenu sur le basket, je pense qu'effectivement, c'est quand même un outil qui accélère beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Par rapport à... Tom t'en parlait en off. Moi, j'ai peut-être une vision un peu différente de vous sur ce que je vais choisir, en fait. C'est parce que j'ai pas d'équipe de cœur en NBA. Donc, alors, je l'ai toujours dit, mais c'est beaucoup lié au sujet qu'on va faire. Très souvent, si je sais que le mercredi, on a déterminé un sujet, eh bien, le jeudi, vendredi, samedi, je vais beaucoup bosser cette équipe-là. Et honnêtement, après, c'est au feeling, hein. Il y a des périodes de l'année où telle équipe, j'ai absolument pas envie de la voir, donc je ne vais pas la voir. L'année dernière, il y a des périodes où j'ai beaucoup regardé Washington, par exemple. Il y a des périodes, ça dépend en fait. Voilà, ça dépend vraiment. Et contrairement aux stats, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les équipes que je regarde le plus sont pas forcément les Hawks et les Bucks. Alors, je ne pense pas statistiquement, mais voilà. C'est beaucoup au feeling, contrairement à d'autres ligues où j'ai une équipe précise. Là, c'est un peu aux envies du moment, et aussi pour combler des manques quand je me dis j'ai pas vu cette équipe-là depuis pas mal de temps. Voilà. C'est là où le all possession,
peut être bien parce qu'il y a quand même 30 équipes, donc parfois de te dire bon, j'ai pas vu un match de cette équipe-là depuis pas mal de temps, je me fais un ou deux all possession et au moins j'ai le temps je vois des trucs sur cette équipe-là. C'est bien que t'aies parlé, Greg. 20 minutes sur le League Pass, on est sur on démarre bien. C'est bien que tu aies parlé des podcasts, etc. En dehors des matchs, voilà, en dehors de la matière première, qu'est-ce que vous consommez? Bon, ça, j'en ai déjà beaucoup parlé personnellement, donc je vais pas faire très très long. Moi, je suis un homme de l'écrit de base, donc je lis beaucoup. Et ensuite, bien évidemment, des podcasts. Encore une fois, énième pardon, américain. Je suis désolé, j'ai grandi voilà avec cette habitude-là, donc j'écoute les Américains, même si ma take, c'est que globalement, le niveau des podcasts américains a globalement diminué sur les 5-6 dernières années. Je crois que Tom est pas forcément en désaccord avec ça, où je trouve que globalement... Le niveau français est beaucoup meilleur. Et les meilleurs podcasts, et contrairement au rap français, rap US, c'est pas une mauvaise take, le niveau des podcasts américains a nettement descendu. Je pense qu'il y a beaucoup de podcasts français qui font pas de figure face aux Américains. Salut à tous, c'est le Ben du montage qui interrompt le Ben du podcast pour justement parler des podcasts français. Durant la suite du podcast, on ne mentionne pratiquement aucun podcast français, et si au moment de l'enregistrement c'était une volonté d'oublier personne en fait, parce qu'on a été dans cette position-là des fois d'oublier de citer certains podcasts, et c'est jamais agréable pour ceux que l'on oublie. Avec le recul, 10 jours après l'enregistrement de ce podcast, il s'avère que c'est un peu bizarre de faire un podcast dans lequel on complimente à de multiples reprises la qualité des podcasts français sans en citer. Voilà, donc c'est pour ça que je me glisse dans cette brèche qui n'existe pas, que j'ai créée dans cette brèche durant le podcast pour citer quelques-uns des podcasts en fait qui, selon nous, en tout cas méritent d'être cités. Et bien évidemment, si on en oublie, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si c'est le cas, on s'excuse. Voilà. Alors, on est obligé bien évidemment de commencer en citant le Basket Lab de Guillaume, qui accueille il y a de nombreux membres du podcast qui sont passés, etc., qui est un podcast très très régulier, très très riche. Donc le Basket Lab de Guillaume. On voulait aussi citer Beyond the Hoop de QI Basket, qui est aussi un podcast très régulier, de très bonne qualité. Alors, il y a des noms en anglais parfois, donc ça va être une catastrophe parce que ma langue va fourcher. Le Dreamcast Show aussi, avec Azad et Baptiste, qu'on avait accueilli comme Guillaume à l'occasion de Dunk and Friends il y a 2 ans, de ça aussi, qui est un podcast qu'on vous conseille, comme Inside the Hoop aussi, qui existe depuis de nombreuses années, aussi Inside the Hoop, qu'on vous conseille d'aller voir. Il y a aussi un petit nouveau, en tout cas, qui a attiré notre attention, enfin la mienne, il y a peu de temps, il y a Draft and Pick aussi de La Relève NBA qu'on pourrait citer, comme le NBA Corner où Tom vient souvent, qu'on entend dans le podcast aussi, le NBA Corner. Et puis, on peut citer Coast to Coast. J'y suis allé aussi, Coast to Coast, et d'autres membres du podcast y sont allés aussi. On salue Coast to Coast. Et on pourrait parler aussi dans un peu moins de NBA, mais de Symbiose aussi, un très bon podcast, Symbiose, où Alan est passé aussi récemment. Et puis, Envergure, qui t'a parlé d'Alan, du grand Alan Guillou de Santa Clara. Difficile de ne pas parler d'Envergure. Voilà quelques noms de podcasts. Il y en a beaucoup d'autres, j'en ai peut-être oublié dans la liste, mais voilà, on était un petit peu obligé d'en citer parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre de faire tout un épisode sans en citer. Voilà. Eh bien, moi, je vous laisse parce que, en fait, c'est une réflexion qui s'est faite très tardivement. Donc, le podcast est censé sortir dans quelques heures. Donc là, je m'affaire à finir le montage. Je vais y arriver. Et puis, on se retrouve pour la suite de cet épisode. Ça, je pense que c'est l'une des choses qui, moi, a le plus évolué dans mon suivi de la NBA avec les années, entre le moment où j'ai débuté et le moment où je termine. Ça va être vraiment... Ben, tu disais que tu étais un homme d'écrit. Moi, je consomme beaucoup à l'oral, donc je consommais beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos. Et après, pour des sujets très spécifiques, j'irai voir, par exemple, des articles un peu plus détaillés, notamment... si par exemple on doit parler de certaines équipes, ben je vais plutôt qu'aller voir peut-être la couverture de The Athletic, je vais aller sur par exemple SB Nation ou Reddit potentiellement, parce qu'il y a des angles. En fait, je trouve que c'est ce que je trouve important, par exemple quand tu vas voir une équipe que tu n'as pas l'habitude de traiter, notamment quand tu fais de l'analyse généraliste, ça va être déjà de prendre le pouls de la fanbase, de voir c'est quoi les sujets qui les animent,
pour voir si est-ce que toi tu y avais pensé ou est-ce que c'est des choses qui est-ce que ce sont des choses qui peut-être à l'échelle de la ligue en général ça peut avoir une importance ou est-ce que c'est vraiment lié uniquement à cette équipe-là? Et puis la deuxième chose, c'est d'aller voir à différents endroits. C'est-à-dire que la problématique, par exemple, si tu suis la NBA uniquement par le prisme de Twitter, c'est que tu es enfermé dans une bulle. Et en fait, le problème de la bulle, c'est la notion de pensée, pas pensée limitante, mais vu que si tu suis uniquement des personnes qui pensent comme toi, au final, l'algorithme, il va te servir que du contenu qui est conforme à tes avis à toi. Et ça va te permettre d'aller très loin sur les choses que tu penses, mais ça va pas pouvoir, par exemple, te permettre de nuancer en ayant un contre-avis. Et je trouve que ça, c'est très intéressant, c'est très important à faire, avoir sa vision. Par exemple, on va parler d'une franchise, avoir sa vision de la franchise de l'extérieur, avoir la vision de la fanbase et peut-être avoir la vision de plusieurs sphères entre guillemets de la fanbase, puisqu'on sait que le NBA Twitter, il est parcellé un petit peu dans plusieurs en plusieurs morceaux. Et après, si je devais dire autre chose, c'est vraiment que, comme tu disais, pour rebondir sur ce que tu disais, la notion du niveau. Je trouve que aujourd'hui, tu peux suivre la NBA au quotidien uniquement avec du contenu français, francophone. Ce qui est impossible quand on commence. Quand on a commencé, non. Mais aujourd'hui, les contenus sont de tellement bonne qualité au global. Tu as de la récurrence, tu as des contenus intéressants, tu as des visions, tu as des vidéos, tu as du podcast, tu as de l'écrit. Tu peux aujourd'hui ne rien piger en anglais et apprendre énormément de choses intéressantes sur la NBA et la suivre vraiment d'une façon, je vais pas dire pro, mais d'être total. Total, ouais, exactement total. Ça. Qui couvre tous les angles. Voilà, la seule chose que tu n'as pas dans le côté francophone, c'est les insights. Ouais, c'est le seul truc où tu es bloqué. Ouais. Greg, je te laisse rebondir. Le truc, c'est quels sont les autres contenus qu'on consomme en dehors du produit lui-même. Mais en vrai, moi, le contenu que je cherche, parce qu'aujourd'hui, vraiment, ce qui me plaît le plus dans le basket, c'est essayer de l'observer correctement et de l'analyser correctement, ce qui n'est pas toujours une chose facile. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aller chercher effectivement ce qui me saute aux yeux quand je regarde le match et essayer d'en trouver le plus possible les angles morts. Et du coup, non, mais c'est vrai. Parce que moi, du coup, je sais quelle vision je vais avoir sur un match et ce que je suis capable d'observer. Mais pour avancer, pour mieux connaître ce qui se passe sur le terrain, tu es obligé d'aller chercher dans les angles morts. Parce que je parle des tiens. Non, c'est pas ça. Ça m'a fait penser à Doumbé, les angles morts. Désolé. Cédric, si tu nous regardes. Et du coup, moi, je vais essayer de chercher les angles morts. Donc, effectivement, quand je regarde les Suns, par exemple, je vais aller écouter des podcasts qui traitent pas tout à fait des choses comme moi ou dont je sais que l'analyse est extrêmement pertinente. Et du coup, j'en écoute globalement deux qui ont pas du tout les mêmes angles, mais qui parlent très bien des Suns. Et ensuite, j'essaie de trouver 1 à 2 ou 3 sources différentes sur les équipes que je regarde et que j'observe particulièrement sur la séquence en question. Et donc, ça peut venir à la fois de threads Twitter qui analysent la tactique ou les systèmes ou ce genre de choses ou ce qui s'est passé pendant un match. Donc, il y a des tas de comptes à suivre, que ce soit en francophonie ou aux États-Unis. Ça peut être des Substack aussi. Je trouve que c'est un endroit où on trouve vraiment de très bons articles. Généralement, il y a des journalistes qui n'ont pas de contrat, mais qui font quand même du très bon travail. Parce que le milieu journalistique, pour en parler très rapidement, c'est un milieu très concurrentiel où tous les bons journalistes n'ont pas forcément un contrat et où tous les journalistes en contrat ne sont pas forcément bons. Donc moi, l'objectif, c'est quand même d'aller chercher les journalistes qui sont bons. Donc quand ils sont en contrat, je vais effectivement sur The Athletic, etc. machin. Quand ils n'ont pas de contrat ou qui sont en pige, je vais les chercher à la source et donc généralement on les trouve sur Substack ou sur ce genre de trucs, genre Patreon, etc. J'ai d'ailleurs quelques abonnements pour les gars qui vraiment sont extraordinaires et dont j'essaie de valoriser le travail du plus possible en leur filant un peu de thunes. Et après, il y a les podcasts, j'en consomme énormément. J'ai la chance de faire un travail physique qui me permet de balancer des podcasts quasiment au moins toute la matinée. Après l'après-midi, je passe sur un peu de musique, mais au moins toute la matinée, pendant 4 heures, j'enchaîne les podcasts de basket.
que ce soit à 50-60% francophone et le reste en anglophone. Et puis ensuite, et en dernier, je consomme le play-by-play. Donc, ce sont des outils qui permettent d'aller voir des actions spécifiques ou ce qu'un joueur a produit spécifiquement sur tel type de situation de jeu. Et ça, c'est quand vraiment, moi, pour le coup, je veux revenir sur mon observation et en produire une analyse. Ça, c'est très intéressant. C'est un truc, je sais, qui est souvent fait, que je ne fais presque jamais. D'aller isoler une action d'un joueur et de me les faire toutes à la fois. C'est un truc que je fais très, 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 très rarement. Sauf dans une situation où on a un épisode et il y a un joueur précis qui me pose problème et je vais peut-être me refaire toutes ces actions. Mais sauf en cas d'épisode, je le fais pas. Parce qu'en fait, j'aime bien le voir le mec dans le contexte du match, quoi, tout simplement. Oui, absolument. Et par rapport à tout ce qui est anglophone, je pense aussi, je continue à raconter ma vie, le fait que perso, je travaille en anglais, en coréen, en français, il y a un moment où mon cerveau, il dit stop, en fait. Ouais. Il y a un moment où c'est reposant d'écouter sa langue maternelle, en fait. Oui. Des fois, ou juste de lire, c'est beaucoup plus reposant de lire parfois, ou d'écouter des podcasts sur d'autres sujets que le basket, Oui. que, quand bien même c'est des sujets parfois un petit peu, qui peuvent être un peu obscurs, ou je sais pas, sur l'histoire et la politique, etc. Mais juste être avec sa langue maternelle, c'est reposant. Parfois, c'est vraiment, vraiment reposant. Ouais, bien sûr. C'est une question qu'on aurait dû poser à Alan, ça, mais je pense que les premières semaines à Santa Clara, il devait être cramé, mais genre, parce que, en fait, tout le temps être dans une langue étrangère, quel que soit ton niveau de maîtrise de la langue étrangère, c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant. Enchaînons, les gars. Alors, c'est un peu une question un petit peu liée, mais il y avait dans la trame cette question de combien de matchs on regarde pour se faire une idée sur une équipe. Je pense qu'il n'y a pas de minimum, mais l'idée, c'est que c'est le moment où tu commences à être à l'aise. Je dirais qu'il est très important, et je pense qu'on fait tous à peu près ça quand on prépare un podcast, c'est de pas regarder 3 matchs à la suite de, je sais pas, on enregistre le podcast mi-février, on regarde pas les 3 derniers matchs de l'équipe. Parce que peut-être qu'elle est en plein road trip, les mecs sont sur les rotules, où il y a un joueur majeur de blessé. C'est d'abord d'espacer les matchs qu'on regarde. Bah, c'est surtout une question de séquence. Il y a des séquences dans la saison qui sont plus importantes que les autres, et ces séquences peuvent varier de manière insidieuse, disons, d'une équipe à l'autre. Ou en tout cas de type d'équipe ou de type de projet à l'autre, en fonction des ambitions des équipes à l'instant T. Vous avez vraiment des ambitions qui changent sur la saison et ça peut faire varier les séquences où ça va être intéressant de regarder les équipes. Par contre, il faut regarder les équipes un peu tout le temps dans les différentes séquences pour se faire une idée. Genre comment l'équipe attaque la saison. Si vous ne regardez pas les 10 premiers matchs de la saison, pas pour chaque équipe, mais en tout cas à peu près, ben, c'est compliqué de dire comment elle a attaqué la saison parce que il faut quand même avoir les 10 premiers matchs, quoi. Et ainsi de suite. Et vous avez la fameuse séquence du mois de mars, etc. La séquence du All-Star Game, juste les 15 matchs après le All-Star Game où ça redevient intéressant. Il y a toujours le mois de janvier, etc. Et en fait, vous avez des séquences comme ça qu'il faut savoir, dans lesquelles il faut savoir aller piocher les bonnes équipes à regarder. Mais après, il y a une question de volume aussi. Tout le monde n'est pas capable de regarder 1, 2 ou 3 matchs par jour. De NBA, c'est quand même des formats qui sont longs. Ça peut être 1h45, voire même 2 heures s'il y a des overtime en fonction des matchs. Ça fait rapidement, ça fait rapidement 6 heures de match à regarder quasiment tous les jours, quoi. Et c'est là où vous comprenez pourquoi Dunkebdo s'arrête. Entre autres, ouais, c'est que quand les vies changent, c'est compliqué. Ça peut être rapidement compliqué à faire. Donc, il faut trouver des moyens de s'arranger avec ça. Mais il n'y a pas de maximum. Il y a par contre un minimum, mais qui change en fonction des ambitions des équipes et de l'état dans lequel elles sont. Mais je pense qu'une équipe qui tank ou une équipe qui est vraiment prostrée dans les 5 dernières de chaque conférence, suivre son, comment dire, l'évolution de son net rating et des indices statistiques plus que la regarder, ça va être intéressant pour savoir quand regarder les matchs. Parce que si vous voyez par exemple la saison dernière, les Blazers ont eu une séquence de 15-20 matchs où ils ont extrêmement bien défendu et où on a eu l'avènement offensif notamment de Deni Avdija. Ben, à partir du moment où vous voyez ça dans les chiffres, vous vous dites tiens, il y a peut-être un truc intéressant à regarder. Et donc vous faites 1 ou 2 matchs en replay et vous en regardez 1 ou 2 pour voir ce qui se passe effectivement dans cette séquence et dans la tête de Chauncey Billups et dans les maillots de cette équipe. Après, quand vous regardez les Suns qui commencent à dégringoler en janvier et en février, bah, vous allez aussi regarder pourquoi et vous allez voir pourquoi
et j'en parlerai pas car mon cœur est meurtri. Mais voilà, c'est intéressant d'essayer d'aller chercher des indices qui permettent de savoir quand regarder. Moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Je fonctionne avec la forme du moment. Tiens, une équipe est sur 3 défaites. Pourquoi? Je vais voir rapidement les indices. Je me dis, tiens, ça a pas l'air de défendre très bien. Ils ont pris des gros cartons face à des équipes plutôt faibles en attaque. Donc, c'est bizarre. Je vais aller regarder les matchs. Je vais me dire, OK, je regarde les 2 ou 3 prochains et je me fais une idée, quoi. Et généralement, je fonctionne comme ça, quoi. À mon avis, c'est pas parfait parce qu'en plus, c'est ma première saison où vraiment je regarde l'intégralité des équipes. Pour le coup, j'ai regardé 20 matchs des Hornets cette saison. C'est vraiment courageux. Je me suis jeté des fleurs, mais vraiment, c'est courageux. Donc oui, je pense que c'est intéressant d'essayer de regarder ce qui se passe dans les métriques et pour ensuite aller regarder les autres matchs. Mais ça, encore une fois, c'est la perspective du mec qui a envie d'analyser et d'observer le match, ce qui se fait dans la ligue un petit peu plus profondément que juste regarder par plaisir. Si vous regardez par plaisir, regardez les scores, regardez si le match a été disputé et ensuite regardez les matchs, quoi. Là, c'est les top 10. Et moi, par exemple, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Greg, dans la notion de temporalité, je sais que, par exemple, si on applique des 20-80, le principe des 20-80, la loi de Pareto, je vais passer beaucoup de temps à regarder avant Noël. Je vais regarder beaucoup d'équipes avant Noël. Donc, par exemple, essayer de voir tout le monde avant Noël plusieurs fois pour voir, généralement, tu as des implémentations de nouveaux styles de jeu, les nouvelles signatures, les recrues, des joueurs sur lesquels tu peux potentiellement compter sur des progressions, des choses comme ça. Et je trouve que c'est vraiment en début de saison, les 20-30 premiers matchs donnent beaucoup d'indications sur le reste de la saison. Après, il peut y avoir des mouvements à la trade deadline. Justement, j'allais t'interrompre là-dessus. Ouais. J'allais te dire que regarder jusqu'à Noël, ça permet sur la période qui va de Noël jusqu'à la trade deadline de plutôt se concentrer sur, j'allais dire, ce qui va se passer dans les front office pour quels ajustements vont faire les équipes, etc. machin. Et après la trade deadline, là, tu peux te remettre sur les matchs des équipes que tu as particulièrement regardées avant Noël, quoi. C'est ça. Après la trade deadline, moi je conseille d'éviter les équipes de tanking concrètement parce que en NBA, encore une fois, une des choses que j'ai appris, quand une équipe ou quand un front office veut perdre, il s'organise très bien pour le faire. Les équipes savent perdre des matchs quand il faut les perdre, quel que soit le statut. On se rappelle du Daniel Oturu game où il joue au moins 10 post-up d'affilée, il perd la balle ou des trucs comme ça pour le voilà. Quand les équipes veulent perdre des matchs, elles savent comment faire. Donc sur cette partie-là, je trouve vraiment s'axer sur le début de saison, d'essayer de regarder le maximum d'équipes, de voir se dégager un peu les différentes trends pour chacune des équipes, observer aussi ce qui se passe au niveau statistique. Après, il y a comment ça s'appelle? Parfois, il y a une période un peu creuse au niveau de l'NBA où même nous dans les podcasts on le sait, tu vois, janvier jusqu'au All-Star Game où bon, voilà, tu sais que il fait froid. Non, Noël est terminé. Après Noël, t'as vraiment les matchs de Noël c'est pas les matchs du Nouvel An aussi. En plus, en Europe, on a la chance d'avoir, par exemple, les matchs de Noël. On a pas mal de matchs qui sont à heure française. On peut vraiment en profiter. Les matchs pour les fêtes de fin d'année aussi, le Nouvel An. Et après, quand tu commences à arriver 3-4 janvier au All-Star Game, trade deadline, tu regardes globalement un peu moins puisqu'il n'y a pas grand chose qui change. Tu peux décider les équipes qui sont un peu en mode état d'urgence, panique, il va falloir faire des moves, des choses comme ça, mais t'apprends pas grand chose par rapport à ce que tu as vu. Et c'est après, une fois qu'il y a la bascule au niveau de la dernière partie de saison, les 30 derniers matchs, parce que quelque chose qui est souvent trompeur, et on le voit nous quand on fait les découpages par rapport au 4K, hein, c'est que le All-Star Game n'est pas à la mi-saison. Le All-Star Game, il y a 3/4 de la saison a déjà été joué. C'est le dernier quart à peu près qui se joue au niveau du All-Star Game. Donc t'as déjà en gros la majorité des informations, et après tu peux te permettre de regarder vraiment des équipes spécifiques en fonction de ce qui te plaît plutôt NBA. Si ce qui te plaît, ça va être les jeunes joueurs et les prospects, tu vas regarder les équipes mauvaises les mauvaises équipes, qui vont plus faire jouer les jeunes joueurs. Si ce qui t'intéresse, c'est la compétitivité, tu vas regarder, qui a les moyens vraiment de gagner le titre. Et après, ce qui t'intéresse, c'est vraiment, l'histoire de lutte et tout ça, tu vas regarder, par exemple, des équipes qui sont proches au classement, tu vas regarder en fonction du classement.
Ouais, je suis totalement d'accord sur cette séquence de janvier où nous, en général, on galère à trouver des sujets. Et c'est pour ça qu'il y a certaines de ces séquences dans l'année où on a mis en place des concepts. C'est parce qu'il il fallait trouver quelque chose. Parce que c'est des séquences où je pense qu'il y a d'un côté la ligue qui est moins intéressante et je pense vraiment qu'il y a un truc cyclique du côté dans nos vies où en fait le mois de janvier parfois c'est pas moi que j'aime bien personnellement, donc il y a ça aussi qui peut être assez compliqué. Il est long et en NBA c'est aussi le moment où je pense que l'excitation du début de saison s'est estompée. Tu l'as dit, c'est après Noël. On retourne un peu dans cette période du spéculatif en NBA. On va beaucoup parler de trade, il y aura beaucoup de rumeurs, etc. Quitte à ce que le terrain peut être un peu mis de côté. Après, pour répondre à cette question de combien de matchs il faut regarder pour se faire une idée, moi, c'est vraiment le moment où je me sens à l'aise pour parler de l'équipe. Il y a pas de nombre du coup. Je m'en rappelle que pour parler des prospects, j'avais entendu cette stat s'il y a peut-être une dizaine d'années, ça dans un podcast sur le football américain, que les mecs disaient, en gros, il faut que t'aies vu 3 matchs du mec minimum pour que tu puisses prononcer une phrase sur ce mec. C'est peu, hein. C'est peu. Sur NBA, pour moi, ça doit être beaucoup plus. Ouais, mais ça doit être en général plus, mais ça dépend en fait de ton degré de certitude vis-à-vis de cette équipe-là. Première chose. Deuxième chose, je pense que ça dépend vraiment du moment de l'année. Je vais pas répéter ce que vous avez dit, mais au début de l'année, mathématiquement, tu peux pas avoir regardé 25 matchs de l'équipe en question dont tu veux parler, tu vois. Donc voilà, en fait, c'est juste le moment où tu te sens à l'aise pour parler de cette équipe-là. Et je rajouterai un truc dans une dimension podcastique. On veut dire quoi sur cette équipe-là? Parce que si c'est un podcast sur lequel on angle sur le mouvement de l'équipe ou ce qu'elle peut faire à la trade deadline, ça sera pas la même chose qu'expliquer un bon début de saison, un mauvais début de saison, en fait. Il y aura peut-être plus des aspects CBA, des aspects trade, l'aspect salarial rentrera dans une analyse et rentrera pas dans l'autre. Voilà, tout simplement. Les gars, petite parenthèse, entre parenthèses, j'ai mis ça parce que je crois que c'est Greg qui l'avait écrit dans sa trame. La réponse au débat millénaire, stat versus eye test. Comment on fait quand on regarde les matchs, du coup? On a répondu à cette question-là, je crois, l'année dernière, Tom, dans le podcast possible efficacité. dans une fac, ouais. Ou dans le podcast efficacité, ouais. Donc, Greg, je te laisse là. Le problème quand vous regardez un truc, quoi que ce soit, c'est que vous avez dans votre tête des biais. Et quand vous regardez uniquement les stats, déjà, il faut savoir ce qu'elles disent. Il faut savoir ce qu'elles ne disent pas. Et il faut savoir que vous avez vos biais de compréhension sur ce qu'elles disent et sur ce qu'elles ne disent pas. Donc, quoi que vous regardiez, même si c'est la vérité, votre cerveau il va comprendre une partie seulement de cette vérité-là. Et si vous voulez, en tout cas de la réalité, et si vous voulez amalgamer et construire la réalité, enfin la vérité la plus fidèle à la réalité, il va falloir multiplier les sources. Donc en vérité, vous pouvez opposer eye test et stats le plus que vous voulez. Si vous regardez pas les matchs, vous ne serez pas capable de comprendre les stats. Et enfin, moi, en tout cas, je le suis pas. Et si je regarde que les stats, je suis pas capable de comprendre tout ce qui s'est passé dans le match. Il faut quand même que je vois les trucs. Mais il faut que je vois les trucs parce que j'ai envie de comprendre davantage et toujours davantage ce qui se passe dans les matchs. Et je pars pas forcément d'un niveau, d'analyse très haut au moment où je commence vraiment à m'intéresser encore plus à l'analyse basket il y a 3 ou 4 ans. Donc, ça se construit dans le temps, ces habitudes-là et cette capacité d'analyse-là et de compréhension de ce qui se passe sur le terrain ou de ce qui ne s'y passe pas et de pareil, ce qui se voit dans les chiffres ou pas. Donc, cette opposition, pour moi, elle est un peu futile parce que je pense qu'il faut vraiment les deux pour déconstruire le plus possible les biais qu'on a dans la tête et se faire une image de ce qui se passe sur le terrain la plus fidèle possible de ce qui s'y passe vraiment. Et sans les deux, je vois pas comment on peut faire, quoi. Franchement, les gens qui regardent que les matchs, moi je trouve ça passionnant, mais si vous essayez d'analyser sans les outils statistiques qui existent et qui sont mis à notre disposition derrière des paywalls ou pas, franchement bravo à vous parce que retenir le nombre de tirs pris par un joueur qui en a pris 25 et le nombre de tirs rentrés et vous faire l'adresse et là-dessus calculer de tête l'efficacité, franchement chapeau. Moi j'en suis absolument pas capable, quoi. Et même avec le chiffre d'efficacité pris sur un cleaning the glass ou un basketball référence, derrière, il faut aller chercher pourquoi, est-ce qu'il est assisté, est-ce qu'il n'est pas assisté, est-ce que machin, est-ce que truc, combien il prend de tirs, est-ce que c'est sur un gros volume et tout. Enfin, vous voyez, il y a toujours des questions complémentaires à se poser qui rendent l'observation intéressante et l'analyse intéressante. Mais non, l'eye test et les stats, il n'y a pas de combat, quoi. Il y a pas vraiment de combat entre les deux. C'est vos deux alliés, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est clairement mes deux alliés, quoi. Pour moi, c'est un débat qui n'existe pas. C'est les deux ou rien, en fait.
C'est un débat qui n'existe pas, en tout cas dans notre position dans laquelle Ouais. on doit discuter, échanger sur des équipes. On peut pas se permettre de juste regarder les stats et arriver pour parler d'une équipe. C'est pas quelque chose qui, c'est pas Parce quelque que chose. globalement, personne ne fait, soyons honnêtes. Personne ne fait ça. Ouais. Normalement, globalement, personne ne fait ça. À partir du moment où tu vas parler d'une équipe, t'es obligé d'avoir vu un minimum et tout ça. Et c'est vrai que, comme disait Greg, hein, pour moi, il y a pas d'opposition entre les deux. Il y a peut-être simplement la façon de faire qui est différente. T'as des personnes qui vont commencer par regarder les stats et après aller voir visuellement. Et après, t'as d'autres personnes qui vont, elles, regarder les matchs et voir si ce qu'elles pensent avoir vu est confirmé par l'aspect statistique. Mais globalement, voilà, c'est un peu l'œuf et la poule. Les deux sont nécessaires. Moi, je fais des va-et-vient très souvent, hein. J'ai la chance, encore une fois, d'essayer de développer des outils. Pas de blague, Tom. Cette fois-ci, c'est pas moi. Je tiens juste à dire qu'elle est enregistrée. Celle-ci, c'est pas moi. Hein. Pas de blague, Tom. Pas de blague, Tom. Bon, pour la dernière, si tu veux. Mais je fais souvent des allers-retours. Tu vois, j'en rajoute une couche. Parce que, en fait, j'ai la chance de participer au développement d'un outil qui veut faire à la fois du play-by-play et des stats. Et du coup, je sais que je le fais entre autres pour moi parce que j'ai besoin idéalement sur le même outil de pouvoir disposer à la fois du play-by-play pour voir comment un joueur ou comment une équipe se positionne en fonction de certaines situations de jeu. Et parallèlement, j'ai quand même besoin de voir les chiffres pour en voir vraiment l'impact et la valeur, quoi. Parce que vous pouvez imaginer l'impact et la valeur en regardant les images, mais vous ne pouvez pas la mesurer. La mesure, c'est vraiment statistique. Et la mesure, c'est hyper important. Et si vous n'avez que la mesure, vous ne pouvez pas voir comment ça se construit. Et donc, c'est aussi important de voir comment ça se construit dans le jeu, qui porte, etc., à quelle vitesse ça se déroule et tout, quoi. Donc, oui, c'est 100% complémentaire. Et puis surtout, c'est là qu'il y a le fun, quoi. Quand vous passez de données à la vidéo, c'est là qu'il y a quelque chose d'organique qui se crée dans votre cerveau. Chimiquement, c'est quand même beaucoup de plaisir, quoi. Rien à rajouter, on en a déjà parlé. Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a aussi une vraie évolution de notre côté. D'abord, au niveau des outils qui sont disponibles, si on compare à nos débuts. Les outils disponibles, les outils auxquels on a accès financièrement, et ensuite la manière de gérer les outils, même si je pense que très personnellement, je pense que j'ai atteint un plafond de verre depuis 2-3 ans où je me limite à pas tomber dans certains... je suis obligé d'utiliser peut-être un anglicisme, un rabbit hole, peut-être trou de lapin, ce qui a aucun sens en français. Mais bref, dans l'idée de plus m'intéresser au terrain parfois plutôt que de comprendre quel est l'intérêt de cette nouvelle statistique qui peut être utilisée parfois. Je pense que là, c'est l'urticaire que me donnent parfois les maths qui revient à grand. Tu m'aurais dit il y a 10 ou 15 ans que j'aurais maîtrisé autant de statistiques avancées, je t'aurais jamais cru. Hein, bref, donc. C'est vrai qu'à une époque où on a commencé, je me souviens, on se faisait les classements des rim protecteurs quasiment par cœur. Hein, on connaissait à peu près tu vois comment. Il y a une période où c'était pas sain, Tom. C'est mais vrai, clairement. c'était pas ça du tout, effectivement. Mais il y a. Et après, je pense que le truc vis-à-vis de ça qu'on a déjà dit 50 000 fois, c'est la rapidité à laquelle, et ça englobe tout depuis le début, tout ce qu'on a dit sur ces 45 premières minutes, la rapidité à laquelle tu as accès à l'information. Je pense que tu prends le mois de 2016 versus le mois de maintenant, tu nous donnes le même sujet. Peut-être que le mois de 2016 aura fait 50 plus d'efforts, mais le mois de 2025 sera meilleur en moins de temps. En fait, on sait où chercher l'information, on sait les limites de certains outils statistiques, on connaît nos limites, on sait qui. C'est pas qui croire et ne pas croire. Et là, c'est une transition. Mais tu as ton propre algorithme d'analyse. Exactement. À toi, hein, tu as ton algorithme de cerveau, quoi. Exactement. Greg, si je dis que c'est une transition, parce que tu voulais parler des... Alors, je vais te laisser nous expliquer ce que tu entends par, je cite, les analystes et observateurs, une source fiable, point d'interrogation. En fait, je voulais vous poser cette question parce que, après, c'est une question... c'est une question à laquelle la réponse, c'est pas oui ou non, quoi. En fait, ça rejoint ce qu'on disait, c'est que quand on essaie de produire de l'observation et de l'analyse, quel que soit le niveau qu'on a, et il y a vraiment des gens qui sont extrêmement compétents, et il y en a d'ailleurs
évidemment chez Dunk Hebdo, il y en a chez des camarades divers et variés du paysage francophone, des podcasts et des sites internet. Il y en a aussi aux États-Unis, vraiment des gens très très compétents en analyse. Même ces gens-là qui sont ultra compétents, ils vous confieront, ce seront même les premiers à le dire, c'est que leur analyse, elle porte aussi en partie leur biais et elle est, même si elle est très poussée et qu'elle est brillante, elle restera imparfaite parce que ça reste que de l'analyse sur un sujet où on n'a pas tout n'est pas mis en lumière, tout n'est pas expliqué, il existe toujours malheureusement des angles morts. Sinon, en fait, ce serait même plus intéressant. Et du coup, c'est pas la question, c'est pas de dire est-ce que les observateurs, faut vraiment les écouter, est-ce que les analystes, il faut vraiment les écouter. En vérité, moi, je suis persuadé, et c'est trop bien d'ailleurs, qu'il y a une multiplication des sources analytiques en France comme aux États-Unis, qu'il faut les écouter. C'est juste qu'il faut savoir ce qu'on écoute. Il faut prendre le temps de comprendre la manière dont la personne qu'on écoute ou qu'on lit a construit elle-même son algorithme de pensée. Et il faut savoir prendre de la distance avec ce qui est dit pour nous-mêmes aller faire ensuite le boulot de contre-recherche pour appuyer ce qui est dit ou à l'inverse, essayer de l'infirmer. Mais c'est ça qui rend la discussion intéressante, c'est d'avoir des perspectives qui sont différentes sur le même fait réel, de prendre des perspectives sur les angles morts qui sont différentes également pour essayer de les mettre en lumière et d'arriver finalement à essayer de malaxer l'image qu'on a de la réalité pour en trouver la représentation la plus fidèle à plusieurs. C'est d'ailleurs une des grandes richesses de Dunk Hebdo, c'est qu'on soit nombreux. Et d'ailleurs, la plupart des podcasteurs qui font de l'analyse, généralement, ils aiment aussi avoir des invités, justement pour juste parler de basket, quoi. Parce que c'est intéressant qu'on n'a pas tous les mêmes angles et les mêmes perspectives sur un sujet. Les mêmes biais. Et qu'on n'a pas tous les mêmes biais. Et que le plus important, c'est quand ces biais et ces perspectives se rencontrent, parce que c'est là que la discussion se fait la plus enrichissante et la plus intéressante. Donc, la question, c'est moins est-ce que les observateurs sont une source fiable ou pas. Si leur algorithme personnel est vraiment poussé, qu'il y a vraiment de la recherche qui est faite, etc., et qu'on n'est pas juste dans des hot takes, évidemment que ça va être super intéressant. Quoique, moi, je trouve qu'il y a aussi des hot takes qui sont intéressantes, mais c'est un autre sujet. On en discutera peut-être un peu plus tard. Ouais. On en discutera peut-être, parce que généralement, c'est des choses qui posent des questions qui permettent d'aller plus loin ensuite dans l'analyse, mais il ne faut pas en rester à la take. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Ouais, exactement. Mais pour revenir au sujet observateur, etc., est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est pas fiable? En fait, c'est pas totalement fiable, mais c'est fiable dès lors que la qualité de l'analyse est au rendez-vous, quoi. Et moi, c'est ça que je trouve passionnant, c'est que l'absence de fiabilité totale rend la discussion d'autant plus intéressante. Mais évidemment, la plupart du temps, les gens qui sont extrêmement fiables sont toujours des gens avec qui tu pourras discuter parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils sont pas totalement fiables. C'est ça qui les rend les plus intéressants. J'espère qu'il y a des gens qui vont se reconnaître sans que j'ai besoin de citer leur nom. Mais si je vous ai déjà adressé mes grands respects pour la qualité de vos analyses, c'est de vous que je parle. Des années d'expérience. Parce que oui, ne surtout pas citer de nom parce que tu en oublieras. Et c'est là où les problèmes vont être créés. Tom, comment est-ce que tu réagis à ça? Moi, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Greg. Je pense qu'aussi, il ne faut pas avoir peur de ne pas apprécier certains logiciels où tu as moins d'attirance avec certains logiciels de pensée que tu en as plus avec d'autres en fait aussi. Il y a au bout d'un moment, certes, on est dans une démarche qui se veut sérieuse où on va mêler statistiques, visionnage de matchs, etc. Mais il y a un moment, on a tous des appétences pour certaines choses. Il y a certains points du basket qui nous attirent plus que d'autres. On parlait avec Alan de la défense, par exemple, la semaine dernière. La semaine dernière, et non pas ce matin. Effectivement, on parlait de la défense. Et par exemple, ça peut être quelque chose qui va attirer certains fans de NBA et beaucoup moins d'autres. Donc, il y a ça aussi, pas avoir peur de dire, mais ça, c'est un aspect qui m'intéresse pas, quoi. Je pense que d'un point de vue analyste, ou observateur de la NBA, faut pas essayer de devenir un espèce de Robocop de l'analyse en disant, je suis implacable sur absolument tous les domaines, parce que il y a des trucs qui t'attirent moins. Pas de problème. Genre, personnellement, le CBA le CBA, pour moi, faut avoir un niveau, je m'oblige à avoir un niveau de compétence minimum, mais très honnêtement, ça me saoule. Voilà, ça m'intéresse pas. C'est ce qu'on appelle les domaines d'expertise. Ouais. C'est ce qu'on appelle les domaines d'expertise. Et je crois qu'il faut respecter la qualité d'expert de certains qui poussent le vice sur certains endroits du jeu. Et d'ailleurs, on va pas s'étonner, mais les plus gros analystes du jeu, ce sont les coachs. En réalité, c'est les coachs qui sont théoriquement les meilleurs analystes de jeu, quand même on puisse douter parfois de leur qualité. Tant leur travail est catastrophique. Je ne citerai aucun nom des Phoenix Suns, évidemment, sur les quelques dernières années. Mais normalement, c'est eux. Et en fait, ils sont jamais tout seuls et ils n'ont jamais totalement raison. Et ils ont toujours plusieurs head coachs avec eux qui ont des domaines d'expertise
différents à certains moments de leur carrière, et c'est ça qui rend les choses intéressantes. C'est exactement pareil dans le milieu amateur ou dans le milieu professionnel de l'observation, disons, journalistique ou de blog ou de podcast. C'est qu'en fait, parfois, vous avez des domaines d'expertise où vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup plus fort que d'autres, et d'autres où vous allez être beaucoup moins fort, quoi, sauf si vous vous appelez Tom Feller, quoi. Ouh là là. Comment rebondir après tout ça? Je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, Greg, par rapport déjà sur la partie analyse et identification. Je trouve que alors moi, ce que je fais globalement, c'est je fonctionne avec des listes. Je sais que c'était un grand débat au départ avec Ben. Fonctionner avec mais des depuis que Elion est arrivé, c'est plus un débat. Fonctionner avec des listes, comme ça, tu as des personnes bien identifiées qu'il faut mettre à jour parce qu'il y a des personnes qui pop au fur et à mesure et d'autres personnes qui deviennent peut-être un peu moins intéressantes, qui publient moins. Donc, tu mets à jour ta liste. Donc, moi, j'ai des listes, par exemple, pour le français, pour l'US, pour les franchises spécifiques. Comme ça me permet d'aller un petit peu plus vite quand je cherche un point spécifique sur tel joueur ou telle équipe. Je sais que c'est telle analyse qui va être pertinent sur peut-être sur le terrain, il y aura telle personne qui va être plus pertinent sur le terrain, telle personne qui va être plus pertinent sur le CBA, telle personne qui va être plus pertinent sur les aspects de salary cap, et telle personne qui va être plus intéressant sur peut-être des parties projection ou take, quoi. Sur une équipe, comme ça, tu peux faire globalement le tour. Après, sur ce que tu disais, Greg, sur la notion d'échange et la notion de biais, je trouve que, alors, je sais pas si ça va être une take, hein, mais que les raisonnements sont beaucoup plus intéressants que les avis, globalement. Et en fait, le problème qu'il y a autour de ça, c'est que, alors je pense que c'est un problème qui est aussi lié à la plateforme qui est utilisée globalement pour les échanges, c'est que on est parfois tellement omnibulé par le fait de convaincre qu'on oublie que le plus important, c'est de comprendre. Et c'est ça la problématique qu'on peut que moi que je peux observer. C'est moi la problématique que je peux observer où tu veux tellement défendre ton point que tu oublies qu'en fait la personne peut avoir un autre raisonnement que toi et c'est faire, c'est pas grave. En fait, t'as pas besoin de convaincre les gens pour défendre ce que toi tu penses. Si les gens pensent, si tu arrives à convaincre des gens de penser comme toi, très bien. Si les gens, tu leur expliques ton raisonnement, tu peux comprendre le raisonnement de quelqu'un et quand même pas être d'accord. Et c'est pas grave. Oui, ça arrive notamment dans les classements. Après, pour moi, le seul biais avec ça, Tom, le problème que tu peux avoir, l'écueil, c'est que tu fais un peu précepteur. C'est-à-dire que tu peux tomber dans une démarche en disant, comment dire, la personne ne peut pas avoir compris, et c'est là où je pense qu'il y a parfois un décalage on peut avoir un décalage parfois. Enfin, pas toi et moi, mais globalement, c'est que ma mission à moi, c'est pas d'éduquer les gens, hein, globalement. Donc, la personne n'a peut-être pas compris, vous avez peut-être deux approches différentes de la NBA, mais parfois notre rôle, c'est pas d'éduquer la personne sur notre approche à nous. En fait, des fois, tu peux juste constater que tu es face à deux approches différentes et que tout simplement, agree to disagree, quoi. Oui, et peut-être que sur un point, vous allez jamais vous rejoindre, tant pis, quoi. Mais ça rejoint aussi ton idée de toujours convaincre la personne. Mais ça, c'est le Twitter et c'est pour ça que Twitter n'est pas fait pour discuter, en fait. Je le dis depuis 10 heures. C'est le seul truc sur lequel j'ai pas bougé. Twitter est, comment dire? C'est fait pour discuter, mais c'est pas fait pour débattre. Voilà, oui. Voilà, c'est exactement ça, Greg. C'est mieux dit, ouais. Donc, c'est sur. Il y a un de mes podcasteurs préférés, qui est un podcasteur Suns. Dans sa bio Twitter, il y a marqué Nuance is for podcast. Et je pense que ça résume tout. Ouais, c'est Mike Vigil. Et lui, clairement, moi, sa bio, elle dit tout sur la nature des discussions. Sur Twitter, c'est très cool. On peut s'envoyer des fions, on peut faire des blagues, on peut, j'en sais rien, moi, on peut avoir des débats, etc., machin, mais on va être limité. Tu ouvres un micro, tu t'envoies un petit Zoom, un petit Zencaster, un petit Riverside, un petit ce que tu veux, même un Discord, etc., machin. Tu enregistres un podcast, tu as une vraie discussion, tu prends 1 heure avant pour le préparer ou une semaine en fonction de la qualité de ce que tu veux produire ou de ta vitesse de travail. Et là, tu peux vraiment apporter des nuances, etc., etc. Et l'exemple typique de ça, c'est notre conversation WhatsApp.
notre conversation WhatsApp, on parle de basket, mais on ne débat pas de basket ou très peu. La plupart, pour dévoiler quelques insides de la conversation WhatsApp d'un Kebdo, c'est Melo ou Timac, tu vois, c'est ça les questions, quoi. C'est Paul George ou Jason Tatum, tu vois. Non mais voilà quoi. C'est ça, tu vois, on en passe une. La réponse est tellement simple. Paul George, évidemment, Paul George. Voilà, c'est ça les discussions. Après, par contre, on se retrouve autour d'un podcast et là, on a chacun bossé notre sujet et on va un petit peu plus profondément. Rendez-vous bientôt pour la réponse à la question Paul George ou Jason Tatum. mais il y a de ça. Il y a cette idée et c'est un très bon. Je pense que les gens, on a beaucoup parlé de cette conversation d'un Kebdo à travers les années. Je pense que les gens s'imaginent peut-être que c'est une grande conversation philosophique. Faut pas absolument pas croire ça. Hein. C'est absolument pas ça. Et que les débats les plus profonds qu'on a, c'est souvent pendant le podcast ou en off d'ailleurs. On va beaucoup parfois, mais je pense que parfois, c'est la limite de l'écrit aussi. On n'est pas dans une conversation de philosophes du XVIIe siècle à s'envoyer des grands pavés sur des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Et c'est là d'ailleurs où, pour un peu revenir au débat de base, c'est là où pour moi, tu es aussi l'observateur que tu es traduit un peu l'environnement dans lequel tu évolues. C'est-à-dire que tu crées pas ta science, en tout cas, tu crées pas ton analyse in extenso. T'es le résultat des gens que tu écoutes, des gens que tu côtoies. Absolument, oui. Tu es le fruit des biais qui ont été mis en toi. Totalement. Pierre Bourdieu, si tu nous regardes. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre? Moi, il y a un point là-dessus, j'étais obligé de dire, et là, ça va être peut-être la take. Il y a un truc que je vis en NBA qui est assez intéressant parce que si je réunis les 3 ligues que je suis beaucoup, qui seraient... Est-ce que je peux dire que vraiment que je suis la Ligue 1? Je sais pas, je regarde que les matchs de Marseille. Donc, la Ligue 1, la NFL et la NBA. La NBA, c'est la seule ligue dans laquelle je regarde à peu près tout le monde et les autres, je regarde pas tout le monde. Et pour moi, il faut faire attention à pas tomber dans un écueil. C'est pas parce que tu regardes tout le temps ton équipe que tu es forcément incollable sur celle-ci. En fait, il y a un moment où je peux t'expliquer pourquoi le scheme de Greg Roman était défectueux en playoff pour les Ravens parce qu'il y avait un manque de passing game. Par contre, j'aurais certains problèmes à t'expliquer ce qui n'a pas marché pour certaines autres équipes et à comparer la qualité du schéma qui a pu être proposé par rapport à d'autres équipes. Donc, il y a cette capacité à connaître aussi l'environnement global. Et ça, c'est un point sur lequel... parfois, je sais que dans peut-être les premières années de Dunk Hebdo, on a pu avoir quelques accrochages avec certains fans. C'est que regarder tous les matchs d'une équipe te donne pas forcément un blanc-seing. De l'autre, ça te donne par contre un accès à des données que nous, on n'aura jamais. Et ça, c'est une vraie richesse. Mais de l'autre, nous, ce qu'on apporte, ce qu'un généraliste apportera, c'est de mettre ton équipe et de poser le drapeau de ton équipe dans un environnement plus global. Et ça, c'est un vrai intérêt. Voilà. En fait, il y a une position du généraliste quand il se pose vraiment sur une équipe en particulier, qui est un peu la position du candide dans la littérature. C'est-à-dire que vous arrivez dans un monde et vous posez des questions sur le monde en question. Et la position de l'expert, c'est celui qui accueille le candide et qui lui décrit tout le contexte des opérations. Et en fait, ces 2 personnages-là, dans la littérature, sont importants parce que c'est les 2 qui permettent à l'action d'être la plus transparente possible pour la personne qui est extérieure et qui donc écoute ou lit. Donc, par exemple, si moi, je vais discuter des Suns avec quelqu'un qui ne regarde pas les Suns, mais qui est un très bon analyste, donc on a eu plein d'invités qui étaient extérieurs aux Suns et qui sont venus dans Valley Hoop parler des Suns avec nous, et notamment Tom et d'autres, etc., eh ben, ça nous permet de contextualiser leur analyse qui est prise avec recul. Et c'est le mélange des 2 qui généralement produit le mieux, quoi. Mais clairement, quand vous êtes un fan et que vous produisez du contenu ou que vous avez un avis sur votre équipe, cet avis, il est encore plus rempli de biais, ne serait-ce que parce que vous êtes passionné et que forcément vous grossissez le trait de ce qui se passe. Mais par contre, là où vous êtes plus pertinent et peut-être même performant, c'est dans la contextualisation de ce qui se passe parce que vous avez lu à peu près tous les insides de ce qui se passe dans la franchise et vous savez que un tel a parlé à un tel dans le vestiaire et qu'il y a eu une affaire il y a 5 ans et que en fait c'était le pote de machin. Et ça permet de mettre des trucs. Exactement. Et ça permet de mettre des choses concrètes que la personne extérieure, la personne tierce vient voir avec du recul. Ça permet de les mettre en perspective et donc encore une fois d'aller chercher de mettre de la lumière dans les angles morts. Mais non, il n'y a pas de
Il n'y a pas de blanc-seing, il n'y a pas de vérité plus haute que l'autre. Et il n'y a pas un algorithme plus performant parce qu'on est fan d'une équipe sur l'équipe en question, quoi. Il y a juste une meilleure connaissance du contexte, quoi. Après, l'autre problématique qu'il peut y avoir, c'est aussi oublier que parfois on est dans une très bonne situation alors que par rapport aux autres équipes. C'est-à-dire que il y a peut-être des petits détails qui fonctionnent pas dans ton équipe, mais si tu compares à ce qui se passe dans d'autres équipes, bah tu manges caviar alors que tu t'en rends pas compte. Ça s'appelle l'embourgeoisement. Ça s'appelle l'embourgeoisement. Tu crois que tu as des problèmes, mais en fait, tu n'as pas de problème. Et j'en passe une à tous les fans des Celtics qui depuis 4 étés, nous disent il faut absolument qu'on se renforce. Il faut absolument qu'on se renforce. Alors que les mecs, ils ont, je sais pas combien de All-Stars et de mecs qui ont des médailles d'or olympiques, etc., et de pics de loterie, etc., etc., etc. C'est un peu de l'embourgeoisement que de se dire, effectivement, que ta situation est terrible alors qu'en fait tu es 3e de la conférence depuis les 5 dernières années et que tout va bien, quoi. Et à l'inverse, je pense que ça peut être un phénomène de vivre en vase clos qui peut être très 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 trompeur quand tu es en phase de reconstruction. Oui. Où tu peux totalement te fourvoyer sur le vrai niveau de tes jeunes, oui. notamment en les voyant très très beaux parce que tu les as vus progresser, etc. Sauf que dans une hiérarchie de jeunes, terrible. Ils sont à la rue, en fait. Ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible parce que normalement, le truc, c'est que la draft et le scouting, c'est un des trucs, je trouve, les plus, comment on dit, c'est un des trucs qui paye le moins, quoi. C'est un des trucs les plus ingrats de tout l'amour qu'on peut avoir pour le basket et pour le sport de manière générale. Parce que tu peux t'enthousiasmer sur un profil et en fait, il va rien donner. Il va passer 2 ans dans la ligue et il va s'évanouir dans l'obscurité des ligues chinoises, des ligues philippines ou de la FIBA. Et c'est terrible. C'est terrible parce que vraiment, le profil, il répond à ce que t'aimes ou il répond même à, disons, une demande du marché NBA à l'instant T. Mais en fait, juste, le développement ne va pas suivre ou il va se passer un truc dans sa vie perso ou j'en sais rien, tu vois. Et en fait, le scouting, c'est ingrat pour ça. Et quand tu es une équipe en reconstruction, tu vis cette ingratitude parce que tu vas t'enthousiasmer soit sur des scoutings, soit sur des promesses de première, deuxième ou troisième année. Et en fait, tu vas te rendre compte que ton joueur, c'est un role player qui va être 7 ou 8e de rotation. Typiquement, des mecs sur lesquels tu t'enthousiasmes aujourd'hui, genre Bilal Koulibaly, etc., tu vois, du côté des Wizards. J'adore, hein, malgré ces lectures qui sont catastrophiques. J'adore le joueur. Mais Bilal Koulibaly, si ça progresse vraiment pas, l'efficacité, etc., machin, et que tout ce qu'on a, c'est de la défense, en réalité, tu vois, ça va vite être un role player 7-8e de rotation dans une équipe qui a des ambitions. Sauf que les équipes en reconstruction, elles reconstruisent pas juste pour avoir des 7 et 8e de rotation. Quand elles vont piquer des Bilal Koulibaly en top 10, c'est quand même pour être à un moment donné dans le gratin de la ligue, dans le top 4 d'une conférence. Ça, c'est d'une ingratitude terrible, quoi, parce que tu vas t'enticher pour des mecs pendant 3, 4, 5 ans de leur première... grosso modo pendant les années de leur premier contrat, quoi. Et après, là, typiquement, je pense à Sohan du côté des Spurs. Je pense à Sohan du côté des Spurs. C'est terrible ce qui se passe, moi, je trouve, pour Sohan aux Spurs. Le fit est pas très bon, etc., avec Wembanyama. Le mec a pas développé de shoot et pas développé vraiment d'attaque. Le playmaking, c'est correct et tout. Et il va falloir le payer dans 1 an, quoi. Waouh, les frères. Et t'as toute la fanbase qui se dit c'est un fan favorite, on l'adore, etc. Ok, super. J'ai hâte d'être à l'été prochain juste pour voir comment ça va évoluer, quoi. Je trouve que ça aussi, pour refaire le parallèle et revenir un peu sur le sujet initial, par rapport au développement et le suivi, ça c'est quelque chose aussi qui s'est beaucoup développé à travers les années, hein, la draft, le scouting globalement. Encore une fois, là, on a énormément de contenu de qualité sur les prospects pour suivre la draft, avant la draft, après la draft, les profils des joueurs. On a vraiment énormément de qualité dans le monde francophone. Et encore une fois, ça c'est... je sais pas comment ça se passe, par exemple, en italien ou sur les langues pour les hispanophones, tout ça. Mais on a la chance, en tout cas, nous, dans la francophonie, d'avoir des contenus en français de très grande qualité, que ce soit sur la NBA et aussi sur la NCAA. Désolé de tomber dans le lieu commun, mais je pense que c'est probablement moins développé parce que la France, l'anglais, tout ça. Peut-être pas du côté des latins, mais je suis persuadé que du côté des Allemands,
Il y a peut-être une plus d'appétence pour ce qui est du côté anglais. Globalement, grâce au niveau moyen du fan de NBA en anglais, même si le fan de NBA est globalement meilleur en anglais que, je dirais, la personne lambda. Moi, la seule langue sur laquelle je peux le parler, c'est le coréen. Il n'y a pas grand-chose en termes de contenu NBA. Je vais être très honnête, c'est très, très pauvre. Lance-toi, Ben, lance-toi. Ouais, je vais me lancer. C'est extraordinaire. Non seulement on va me critiquer sur mes analyses maintenant, mais sur mon accent. Deux choses. Bah, c'est écoute, génial. Génial. Les critiques sur l'accent, bien français. C'est Ouais. la critique bien française. Les critiques sur l'accent et bref, oula. Ça, c'est des choses qu'on va se garder pour la dernière qui fera vraisemblablement 5 heures. Alors, les gars, on peut peut-être enchaîner et terminer avec le dernier gros bloc, même s'il y a déjà des trucs sur lesquels on a déjà avancé sur le contenu NBA et nous. L'évolution du contenu francophone, on en a déjà parlé ici et là. Hein. L'offre s'est démultipliée, l'offre s'est augmentée en qualité sur tous sur Les tous, plateformes, ça soit sur toutes les plateformes aussi, etc. l'oral, même sur les réseaux sociaux aussi en dehors de Twitter ou sur les TikTok, les choses comme ça, Insta, il y a de plus en plus de contenu qui, peu importe la plateforme sur laquelle vous passez votre plus de temps, puisque aujourd'hui on est clairement dans le business de l'attention et de la rétention. Peu importe là où vous êtes, vous allez pouvoir trouver du contenu NBA de qualité. Et conseil d'amis. Faites toujours 2 plateformes minimum. Enfin, genre, ne soyez absolument pas, ne soyez pas liés aux tribulations d'Elion. Hein, absolument pas. C'est une très mauvaise idée. C'est pas un bon business dans la vie. Là, il y a une question et je la trouve très intéressante. Celle-ci, Tom, tu l'avais mise parce que on a un peu 3 points de vue différents. NBA Twitter de notre point de vue en tant que Dunk Hebdo, une simple bulle. Parce que pour moi, cette question, c'est un peu aussi notre place dedans et c'est un peu un examen de conscience qui est peut-être un peu difficile à faire parce qu'on est dans le cœur du réacteur. Donc, je vais forcément aller vers Greg en premier, qui a fait la transition entre être à l'extérieur, nous voir. Alors déjà, comment tu vois NBA Twitter? On en a déjà beaucoup parlé, NBA Twitter FR, etc. Et notre place dedans, etc. Je t'en prie, lance-toi sur cette question. Ben, je crois que le community management de Dunk Hebdo fait que Dunk Hebdo n'est pas très actif sur Twitter. Bonjour. Et il y a franchement le droit, vu la fréquence de production des autres supports, et notamment et particulièrement des podcasts, donc. Et je ne crois pas que quand on soit bénévole, on ait des comptes à rendre sur la promotion qu'on fait de ces contenus, puisqu'on les fait avant tout pour soi et pour son propre plaisir. Et qu'ensuite, si on a la chance d'avoir bâti une communauté comme Dunk Hebdo, on le fait pour sa commu qui est abonnée, etc., ou qui nous découvre sur la plateforme en question, donc sur YouTube. Et pour avoir été un peu dans des sites, etc., et pour avoir aussi ma propre chaîne YouTube et tout, je me rends compte finalement que Twitter draine assez peu vers les autres plateformes. Exactement. Ça, c'est aussi quand même important, c'est que on s'imagine que en tout cas sur ce que j'ai testé, que le community management sur Twitter amène beaucoup de vues sur les plateformes. Moi, quand je poste typiquement un tweet à propos d'un épisode W sur la WNBA, je peux avoir 5000 lectures de tweets et 20 ou 100 likes. J'aurai à peu près toujours le même taux de lecture sur ma chaîne YouTube et c'est quasiment tout le temps les mêmes statistiques. Donc, 60% d'abonnés, 40% de gens qui tombent sur la première page YouTube sur mon podcast et qui se décident à l'écouter parce qu'ils aiment bien la miniature ou X et Y raison. Donc ça, déjà, il faut le remettre en perspective. Du coup, je pense qu'il faut distinguer ce qui se passe dans le contenu des gens qui sont sur Twitter et ce qui se passe sur Twitter. Parce que pour moi, c'est 2 choses qui sont différentes. Et du coup, du point de vue Dunk Hebdo, moi, ce qui se passait sur le Twitter de Dunk Hebdo, ça m'a jamais vraiment intéressé parce que ce qui est intéressant, c'est le contenu. Et le contenu est sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des étoiles et des pouces bleus. Mais du coup, ce qui est pour moi intéressant dans le NBA Twitter, c'est que c'est l'endroit quand même où on se croise tous entre nous. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut faire naître des discussions qui amènent ensuite à des formats un peu plus poussés. C'est là-bas que moi, personnellement, j'ai rencontré tous les gens avec qui je discute de basket aujourd'hui en podcast. Donc, c'est une plateforme qui a été positive de ce point de vue-là. C'est aussi une plateforme qui est dangereuse dans la mesure où, comme disait Tom tout à l'heure, le NBA Twitter FR est parcellés entre différents morceaux et ces morceaux ne sont pas toujours extrêmement compatibles, quand bien même personnellement je trouve que tous ces morceaux ont raison d'exister, ont de l'importance et ont raison d'exister et je valorise à tous leur existence, même si personnellement j'évolue pas dans tous.
Et parfois, ces morceaux-là se rencontrent alors qu'ils ne devraient pas forcément se rencontrer, simplement parce qu'ils ont des avis trop opposés sur la manière dont on peut parler d'un produit, qui est la NBA, donc de parler du centre de l'attention et du centre de gravité du NBA Twitter FR, c'est-à-dire la NBA. Et du coup, les discussions ne riment à rien, parce qu'en fait, c'est des gens qui ne parlent pas la même langue, qui se retrouvent à parler la même langue, et en fait, ça ne marche pas. C'est exactement ce que je disais sur l'aspect prescripteur, etc., éducateur. En fait, c'est toujours de prescrire là d'où tu viens, alors que c'est pas forcément intéressant si tu viens de trop loin par rapport à la personne à qui tu parles. Mais néanmoins, moi je trouve que c'est un endroit qui est plutôt cool, que j'utilise d'ailleurs beaucoup. Et moi, le NBA Twitter FR, franchement, je trouve ça vraiment charmé, quoi, vraiment charmé. On a toujours les mêmes problèmes, quel que soit le sujet qu'on traite sur Twitter, mais c'est un problème de plateforme, c'est un problème aussi tout simplement de société aussi. Tu vois, il y a toujours une partie un pourcentage des gens qui grosso modo savent pas se comporter en société ou ne savent pas vraiment faire des choix pour l'intérêt général et public. Mais voilà, quand tu mets ça de côté, tu te retrouves à avoir des bonnes discussions, que ce soit à propos des hot takes, des discussions humoristiques ou engager des débats en message privé, te tenir au courant des news des uns et des autres, prendre des nouvelles, avoir des explications, des machins, des trucs, et puis finalement construire des projets à plusieurs et ainsi de suite. Donc non, c'est trop cool. Tom, même question, et la grande question, comment on se situe dans ce paysage? C'est toi aussi qui l'avais inscrite, celle-ci. Alors si je devais parler du NBA Twitter FR, moi la façon dont je la vois, c'est vraiment une grosse source d'information, une grosse source informationnelle, puisque tu peux entre guillemets tous les jours apprendre des choses sur des sujets, sur sur des choses qui te sont inconnues. Après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est vraiment sur la partie échange que tu peux avoir. Je sais que moi, ce qui m'a fait, par exemple, avant, j'étais beaucoup dans la section commentaires de Basket USA avec un ancien pseudonyme pour ceux qui connaissent, Retail B-Roy 7, en hommage à Brandon Roy, qui a arrêté le basket beaucoup trop tôt. Et c'est quelque chose qui, moi, c'est vraiment le côté échange, pas forcément débattre, mais échange qui va, tu vois, interaction, où tu peux te retrouver, comme tu disais, Greg, tu as des échanges qui peuvent après basculer sur des DM, sur des discussions qui font qu'après tu fais des podcasts, tu fais des choses avec d'autres personnes. Donc moi, c'est ce que je trouve intéressant avec la partie NBA Twitter. La chose que je peux que je trouve un peu dommage, c'est le côté bullying entre guillemets dans quand il y a des avis contradictoires où il y a plus de partage pour se moquer d'un tel ou d'un tel que pour parler d'un point, que pour échanger exactement avec la personne si jamais on n'est pas d'accord, quoi. Il y a plus de partage pour se foutre de la gueule de la personne plutôt que de lui dire par exemple ouais, tu penses ça, je suis pas d'accord, nanana. Voilà. Et après, par rapport à nous, notre place dans le NBA Twitter FR, moi, je trouve quand même qu'on est anonyme, hein, quasi. Hein. Enfin, en tout cas, moi, de la façon dont... par rapport aux... Alors, en fait, je pense que on n'a pas... J'ai pas du tout compris la question comme vous, parce que pour moi, il y avait une question sur le NBA Twitter, et il y avait la question sur notre paysage, mais dans le communauté NBA. Pour moi, la question, c'était ça. Alors, peut-être que j'ai pas compris la question de base. Hein. Ouais, moi non plus, j'avais pas compris la question comme ça, mais du coup, ça rend les choses intéressantes comme ça. Là, du coup, j'ai un complément à apporter à mon long tunnel de tout à l'heure. Et moi, je disais, je t'en prie, Tom, vas-y, finis. Hein. Moi, je disais que c'est plus un peu comme tu disais, les gens qui nous connaissent viennent des fois de temps en temps, par exemple quand il y a des FAQ, viennent mettre quelques questions de temps en temps, des choses là, mais tu vois, on n'a pas d'échange à proprement dit en tant que compte vraiment avec les personnes. Il y a très peu de, moi je trouve en tout cas, hein, à mon sens, que par rapport à peut-être que par rapport à la place que j'estime qu'on a, on n'a pas tant d'échanges que ça. Alors, deux choses. C'est ma responsabilité. J'assume ma responsabilité. J'ai toujours eu un problème de base, et je crois que je ne l'ai jamais dit en podcast. C'est que si un tel ou un tel répond... D'ailleurs, shout-out à Antoine et Gabin qui ont assuré le poste de CM pendant plusieurs saisons. Mon problème de base, c'est qu'en gros, s'il y a un débat, je ne sais pas, sur un tel ou un tel, par rapport à tel ou tel take,
si moi je prends la parole, Ah oui, tu t'engages au nom de tout le monde. je m'engage au nom de tout le monde. Et c'est toujours un truc avec lequel j'ai eu beaucoup de mal parce que pour moi, Dunkebdo, c'est une somme d'individualité. C'est un truc sur lequel j'ai toujours eu beaucoup de mal parce que, par exemple, c'est la même chose dans les commentaires YouTube. Quand il y a un commentaire qui dit ah, un tel a dit ça, blablabla, blablabla. En fait, des fois, moi, je suis un peu mal à l'aise à répondre parce que peut-être que je partage, en fait, même si la formulation est parfois un peu maladroite, peut-être que j'ai le même avis que la critique de l'auditeur et du coup, comment je me place vis-à-vis de ça. Là, c'est petite entrée dans mon cerveau et par rapport à la place et au fait qu'on soit anonyme, ben, en fait, regardez le compte Twitter de Greg, regardez le compte Twitter de Tom, regardez mon compte Twitter et regardez le compte Twitter de Dunkebdo. Et ensuite, vous voyez qui a... C'est un peu la manière dont j'ai appréhendé un peu Twitter maintenant que je suis de facto CM, même si CM chez Dunkebdo actuellement, ça se résume à poster le tweet pour dire qu'on est en direct, mais pas vraiment en direct parce que c'est enregistré à l'avance sur YouTube et le tweet pour dire qu'on a publié un épisode. Et ça, c'est la conséquence pour un peu refermer tout ce qui a été dit, de ce qu'a dit Greg, c'est-à-dire que entre travailler une miniature qui a un vrai impact sur les gens, travailler la qualité audio ou même regarder des matchs qui est quand même beaucoup plus plaisant parfois, j'avoue que le choix est vite fait. Même si je vais contre tous les avis des gourous du podcast qui disent qu'il faut absolument travailler la promotion, des fois ça me saoule quoi. En vrai, je suis désolé, mais le truc que je préfère faire, c'est juste ça là, ce qui est fait actuellement, c'est-à-dire de discuter, quoi. Bah, c'est surtout, pour moi, Twitter, c'est comme YouTube, c'est une plateforme de création de contenu. Si tu n'as pas envie de créer du contenu pour Twitter qui est fait et pour marcher sur Twitter, bah, juste tu fais autre chose. Nous, à Dunkebdo, on fait des vidéos sur YouTube. Donc, désolé, le compte Dunkebdo est pas vraiment très actif, mais par contre, bah, on est actif sur YouTube. Donc, vous nous suivez là où c'est intéressant de nous suivre. Parce que clairement, on pourrait pas faire ce qu'on fait en podcast et ce pourquoi on le fait sur Twitter. C'est juste pas la bonne plateforme, Exactement. en fait. C'est juste pas la bonne plateforme. Ou alors, c'est quoi? Dunkebdo pose le sujet du jour et t'as Tom en commentaire et Greg et Ben qui vont discuter par tweet interposé. En fait, et les gens viennent répondre en plus derrière. Ouais. Je vois pas trop l'intérêt. Après, sur la question de il faut absolument. Franchement, il n'y a pas d'impératif financier, ni économique, ni capitalistique derrière notre projet. C'est ça. Donc, en gros, il faut surtout qu'on kiffe, quoi. Surtout qu'on prend quand même sur nos temps de famille, nos temps perso, nos temps de travail parfois, etc. Nos temps de dissous, effectivement. Donc, oui. Donc, c'est quand même, tu vois, il faut faire ce qui convient le plus à notre épanouissement, parce que c'est quand même le moteur de n'importe quel projet bénévole. C'est avant tout l'épanouissement, avant la rétribution financière. Donc voilà, mais pour revenir au NBA, à la sphère NBA Dunkebdo, je pense que c'est un podcast qui est, en tout cas moi de l'extérieur avant de rejoindre, je trouvais que c'était un podcast qui était référencé. Quand je dis référencé, c'est-à-dire que tu voulais écouter quelque chose de qualité sur la NBA en français, Dunkebdo était parmi les 5 premiers trucs généralistes qu'on te donnait. Et au milieu des 5, bah, il y en a plein d'autres, que ce soit des médias extrêmement généralistes, qui ont une entreprise et qui font des choses, disons, entonnoirs. Donc, on va chercher le grand public et on l'amène vers du contenu un peu plus niche. Que ce soit des gens qui ont des podcasts vraiment purement analytiques, etc., ou d'autres médias qui font des choses plus quotidiennes où tu as vraiment une production sur l'actu et tout. Bah, Dunkebdo était un peu au milieu de tous ces gens-là. Et je pense qu'on était, oui, dans le top 5, le top 10 en fonction de comment tu élargis et de quelle perspective tu rentres pour trouver du contenu sur la NBA en France. Mais oui, après, c'est 10 ans de travail. Donc, quand tu as 10 ans ou 9 ou 10 ans de travail derrière toi et que tu es top 10 ou top 5 mécaniquement, et que tu produis de la qualité aussi, ce que vous êtes toujours attaché à faire et ce qu'on s'est attaché à faire depuis un an que je suis là, c'est forcément mécaniquement, tu montes dans les tops, quoi. Et c'est un des messages qu'on pourrait adresser aux gens qui commencent à créer du contenu aujourd'hui, c'est que si vous voulez créer un contenu qui fonctionne sur une plateforme qui n'est pas Twitter, perdez pas votre temps sur Twitter outre mesure, quoi. Perdez votre temps sur la qualité des miniatures, sur le travail du SEO, etc. C'est pénible, mais malheureusement, c'est un peu ça qui paye. Je vais être obligé de faire une vraie miniature pour celui-ci. C'est compliqué. Alors que j'avoue que je suis en panne sèche depuis la draft. Pour moi, ma miniature de On refait la draft, c'est ma Mona Lisa. Depuis, je suis bloqué. Tom, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Moi, alors, on en a déjà parlé en off des heures et des heures. Je suis
Je suis très solitaire dans mon rapport au basket et dans mon rapport à beaucoup de choses, ce qui fait que je discute de basket avec vous globalement et pratiquement avec personne d'autre, ce qui fait que moi, notre perception, je la vois plus presque à travers vos yeux à vous qu'une vraie perception en discutant avec d'autres personnes. Donc, c'est un sujet sur lequel j'ai très peu de prise. Tom, je te laisse enchaîner. Oh, difficile d'enchaîner après ça. Hein. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Nous, on est de mauvais exemples. On est dedans depuis le début. Donc, ça, on est dedans depuis le début. Après, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, en tout cas, s'il y a des créateurs de contenu, comme vous l'avez dit, peut-être que pour drainer, entre guillemets, peut-être pour drainer de la discussion autour de votre podcast, Twitter, c'est le bon endroit. Mais pour drainer, par exemple, du monde sur vos articles, ou drainer du monde sur... Parce que les gens qui vous connaissent, ils iront quand même. Ils viendront écouter, ils ont déjà leur récurrence. Et je pense qu'aujourd'hui, avec potentiellement, par exemple, du référencement et un contenu de qualité, tu peux te passer justement de Twitter un peu pour suivre la NBA, même si je pense que ça reste quand même important au départ. C'est-à-dire qu'au départ, je trouve que tu es obligé quand même d'avoir Twitter si tu veux suivre la NBA, ou du moins si tu veux trouver les bonnes sources, avoir les bons échanges et tout ça. Après, je pense que c'est une plateforme dont tu peux te passer, puisque au final, la première chose qu'il y a, c'est la notion d'instantanéité, quoi. Tu peux l'utiliser. Moi, je l'utilise clairement comme une plateforme de flux. Hein. Oui, j'ai du flux de plein de trucs et autrement, je n'utilise plus pas trop dans l'aspect communauté. Et par rapport à Twitter, dernière chose, tu parlais de phénomène de meute, Tom. Faut aussi se protéger. Parfois, ça peut être dur. Là, quand j'étais plus jeune, personnellement, ce qui m'a, dans un premier temps, moi, amené à me retirer un peu de Twitter, c'est que le phénomène de meute et tout, quand on va dire que tu as peut-être moins confiance en toi ou quand tu prends très à cœur certaines choses, Twitter peut te faire vriller facilement, ou les réseaux sociaux globalement, mais Twitter a peut-être un vice supplémentaire dans, je sais pas, dans la manière dont c'est construit. Donc, faut t'en éloigner. Mais de toute façon, Alpha One, qualité en guise de promo, c'est tout. Voilà. Qualité en guise de promo. Je rebondis sur ce que tu dis à propos des commentaires négatifs, mais c'est ce qui rend extrêmement précieux, et là du coup c'est un message adressé à nos auditeurs et à nos auditrices, les commentaires positifs. C'est que si vous avez un truc positif à dire, n'hésitez pas à le dire. Pas pour nous en particulier, mais parce que vous rendez en fait Internet meilleur. Le problème, c'est que les gens qui détestent parlent plus souvent que les gens qui aiment. Du coup, il y a un effet qui est déformant sur la réalité du public qu'on a. Mais vous pouvez avoir, je sais pas, sur une vidéo qui est vue 500 fois, 400 personnes qui aiment, et les seuls commentaires vont être laissés par les 100 personnes qui aiment pas ou qui aiment peu. C'est terrible, hein, c'est terrible. Mais en tant que créateur de contenu, c'est vraiment terrible. C'est pour ça que ça a changé ma vie. Moi, je mets tout le temps 5 étoiles. Je m'abonne et tout sûr. Sur les plateformes et tout. Je vais en mettre ou je vais parfois, je sais pas, quand il faut participer à un truc, j'essaie de participer. C'est la meilleure manière de soutenir un créateur de contenu. Et je sais que vous l'entendez dans tout, mais vraiment avec ceux que vous aimez vraiment, j'espère que on en fait partie. Faites-le, vraiment faites-le, parce que je peux vous dire que des fois, et c'est le moment où je m'allonge sur le divan, les premières années de Dunk Hebdo, c'est vrai que quand on sort un épisode, qu'on voit je sais pas combien de milliers d'écoutes, etc., mais que le seul commentaire sur Twitter, c'est un truc qui te découpe, en fait, tu peux pas imaginer ce qu'ont pensé les 1500 autres, 2500 autres personnes, en fait. Alors que probablement elles ont aimé, ou en tout cas il y a une bonne partie de ce groupe-là qui a apprécié. Mais le truc, c'est que toi, mécaniquement, tu vois que le commentaire négatif. Voilà. Ouais, c'est très déformant. Ouais. Et c'est pour ça aussi que pour moi, encore une fois, je suis en train de faire une preview de la dernière, l'aspect groupe est ultra important. En fait. C'est-à-dire qu'avancer en groupe face à ça, c'est beaucoup plus un aspect sport collectif, c'est beaucoup plus galvanisant, et c'est un peu un sas de décompression parfois, et c'est un peu protecteur par rapport à fait d'avancer seul, quoi, simplement. Que peut-on dire d'autre à part répondre à la dernière question? On a parlé du passé, on a parlé du présent, on s'envole vers le futur, ce qui serait un très mauvais plan. Alors là, tous mes profs d'histoire sont en train de dire que c'est une catastrophe dans ma tête, je les entends là. Les évolutions à prévoir du côté du traitement de la NBA. Je me suis fait une réflexion très bête, les gars. J'allume YouTube ce matin et j'allais écouter une preview de football américain. Typiquement le podcast de Mina Kimes, qui est peut-être top 5 podcast, tout sport confondu. Bref, j'allais aussi dire un truc, c'est que du côté des States,
les podcasts de football américain éteignent les podcasts NBA. C'était pas le cas il y a 7-8 ans. Je suis vraiment déçu de la qualité des podcasts américains sur le basket. Après, t'as beaucoup de bons podcasteurs qui sont partis chez les franchises. Exactement. Ouais, les mecs se sont fait recruter. Sinon, ils se font recruter par ESPN et ce qu'on leur demande, c'est de faire des vues, donc ils traitent plus des sujets de fond. C'est ça. Et je pense aussi qu'il y a la NBA peut t'amener dans un certain confort, c'est-à-dire qu'il y a tellement de l'actualité 365 jours par an que t'es pas obligé d'aller chercher des trucs un peu plus nouveaux, là où des podcasteurs NFL, eux, il y a un moment, il se passe rien, donc il y a un moment, t'es obligé de sortir un truc et t'es obligé de réfléchir. C'est tout le problème, mais c'est le problème de l'évolution des médias de manière générale, c'est que la prérogative, c'était de raconter la réalité. Aujourd'hui, la prérogative, c'est d'être le premier à le faire. Et du coup, ça change quand même beaucoup les choses, quoi. Parce que la précipitation t'empêche d'aller dans la qualité, quoi. En tout cas, elle te coupe une partie de la qualité de ce que tu vas produire. Donc, c'est pour ça que faire une quotidienne analytique, c'est vraiment très, très, très difficile. Tu peux faire de la revue d'actualité. Il y a des médias qui le font d'ailleurs très bien, notamment en France. Mais c'est très, 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 très difficile. Bravo à ceux qui essaient. Et après, surtout, clairement, quand tu as des gros podcasteurs, pour revenir aux grandes chaînes américaines, quand tu as des podcasteurs de qualité qui parlent sur les gros networks, là, on leur demande de répondre à ce qui se passe à l'instant T, quoi, pas de produire une analyse. Du coup, tu en reviens à... Tout le monde devient un éditorialiste. Tout le monde devient un chroniqueur BFM, quoi. Du coup, je m'en suis perdu. Du coup, mon anecdote, c'est que je commence à écouter Mina Kimes. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai le doublage automatique de YouTube qui se met. Et je pense que ça, sans rigoler, si on parle des évolutions à long terme, tout ce qui est doublage automatique, on parlait de l'évolution et la qualité vraiment exceptionnelle de l'offre en France. Je pense très clairement que tout ce qui est nouvelles technologies, IA, etc., pourrait faciliter l'accès au contenu américain. Oui. Et là, je me demande quelles conséquences ça aura. Tu vois, parce que pour l'instant, c'est dégoûtant. Hein. J'ai essayé sur ça le fait aussi sur les chaînes ESPN et notamment Bobby Marks quand il explique sur le CBA. Et tu vois que la technologie est pas encore au point, mais dans 10 ans, à voir si on se retrouve. Alors, ne nous envoyez pas un message en disant pour nous dire faites une mise à jour. Mais je me demande où on en sera par rapport à ça. C'est un petit détail, mais ce matin, j'ai tiqué par rapport à ça. Moi, je me pose des questions sur le côté écrit. Le côté écrit au sens article. Je pense qu'il en faudra toujours, mais on voit de plus en plus, il y a moins de personnes. En tout cas, il y a des gens qui le font de façon bénévolement, mais tu vois les gros médias comme The Athletic qui réduisent le pool de journalistes et employés au fur et à mesure, puisque quand ils ont débuté, tu avais un journaliste spécialisé pour chaque franchise. Maintenant, ils commencent à faire un journaliste pour 3-4 franchises. Donc ils font une quotidienne en podcast. Voilà, ils ont plus investi. Tu vois, par exemple, encore une fois, la quotidienne de The Athletic en podcast, pour moi, elle est pas bonne. Enfin, elle est pas bonne à part. Alors qu'ils ont un network de journalistes de fous et ils ont. Ah, mais moi, quand je l'ai entendu, j'étais vénère. Je dis, mais tu me donnes ce projet-là. Bref, allez, continue. Donc la quotidienne de The Athletic, bon, elle est pas bonne, à part par exemple le NBA Slam and Jam, qui est une super émission, un super concept qu'ils ont trouvé à faire, qui arrive généralement juste avant le week-end. Hein. Je crois que ça sort le vendredi ou le samedi matin, c'est disponible. Mais globalement, je me demande est-ce que tu vois toutes les plateformes qui faisaient de l'écrit vont pas se mettre à faire beaucoup plus d'audio, puisqu'on voit que et c'est aussi dans la consommation actuelle. Hein, encore une fois, hein, aujourd'hui. Un contenu audio va se consommer beaucoup plus facilement qu'un contenu textuel, tu vois. Et c'est ce qu'on voit globalement en termes d'usage des internautes, puisque comment ça s'appelle, les personnes qui passent du temps à consommer du contenu consomment essentiellement du contenu vidéo avant de consommer du contenu écrit. Donc, au fur et à mesure, je pense qu'on va aller peut-être sur délaisser de plus en plus l'écrit. Alors, il y a certaines personnes qui continuent à faire, par exemple, des journaux. On a, entre guillemets, la presse Internet avec des sites historiques qui continuent à publier sur l'NBA. Mais je me demande, au fur et à mesure, est-ce que ça va pas disparaître au profit uniquement, par exemple, de la vidéo? Du moins, si tu dois faire, par exemple, une répartition, je pense qu'on sera peut-être
si tu dois investir demain si tu dois créer de la news autour du basket, tu dois parler de NBA demain, tu vas investir par exemple 20% de l'écrit et peut-être 80% en termes de ressources, pas potentiellement de ressources humaines dans la partie audio. Tout simplement parce que ça peut se faire. Alors, ça prend peut-être un peu plus de temps à préparer un podcast, quoique il y a des podcasts que tu peux préparer. Enfin, je pense que tu as des podcasts que tu vas prendre beaucoup moins de temps à préparer qu'un article vraiment dépouillé. Genre celui-ci. Comment? Oui, Genre par exemple, t'as des contenus où tu peux préparer, ta bonne préparation, donc tu peux multiplier, et un peu, c'est ce qu'ils font, tu vois, le réseau Lockdown, c'est ce qu'ils font, hein. Une des émissions à thème, mecs qui font ça en 20 minutes, terminé, tu peux avoir justement ces formats-là qui vont au fur et à mesure remplacer l'écrit, et je pense que, par exemple, au niveau de l'écrit, comme tu l'as dit, Greg, on va aller de plus en plus vers de l'ultra spécifique, sur du Medium, sur du Patreon. Du Patreon, voilà, on va aller sur de l'ultra spécifique. Ce qui est déjà un peu la marche qui commence à être... Parce que des sites, les sites, que ce soit aux États-Unis, tu parlais de la politique de The Athletic, qui, rappelons quand même l'historique de The Athletic, qui avait pour but de un peu... L'interview avait fait beaucoup parler à l'époque, mais le patron de The Athletic, son but, c'était de tuer la presse locale sportive de chaque grand quotidien local, ce qu'ils ont plus ou moins réussi à faire, mais il y a un débat. C'est ce qu'ils ont fait, hein, globalement. Ils ont pris les meilleurs journalistes. Ils ont pris les meilleurs journalistes des journaux locaux. Et au final, les journaux locaux, Après, il y a un débat sur la, comment dire, je sais pas si je prends le marché de Baltimore, par exemple. Certes, ils ont pris le meilleur journaliste, mais il y a une question sur sachant que tu le mets dans un média The Athletic dans lequel il a des limitations par rapport à ce qu'il peut produire, en fait, tu t'as pas tué les autres médias. Tu perds un peu la sève. Exactement. Tu t'as pas tué, même si tu as vraiment réduit. Et bon, après, on va pas faire un débat sur The Athletic, mais leur modèle est quand même un peu bancal. Plus que bancal, quoi. Greg, les évolutions, parce que Greg, de toute façon, dans 150 ans, sera encore là, sera encore dans le NBA game. C'est pas sûr, ça, les gars, c'est pas sûr, attention. attention. Comment tu vois l'évolution? Il y a, comment dire, il y a quand même une forte chance pour que je sois très, très pessimiste là dans ce qui va suivre, parce que ce qu'on peut pas omettre, c'est l'évolution de société et l'évolution technologique qui nous guette, avec non seulement des tendances politiques qui se fascisent un peu partout dans le monde. Désolé de rentrer dans ces sujets-là, mais je pense que le sport est clairement... Podcast de gauchiste. Non, mais clairement, le sport est malheureusement un des leviers historiques, en tout cas, oui, a été un des instruments historiques des moments historiques fascistes. Et à côté, vous avez tout simplement l'évolution technologique et notamment l'intelligence artificielle. Et je vois pas comment le sport ne va pas subir de plein fouet l'évolution de ces deux choses dans la société. Et sur la production de contenu, moi, ça fait déjà quelques années que je suis un peu saoulé par la radicalisation des formes de propos et des formes d'argumentation et de la manière dont on discute des choses, puisqu'il y a clairement une manière autoritariste, voire totalitariste de discuter des choses et une manière plus démocratique. On en a un petit peu discuté en filigrane dans ce podcast. Et je pense que la fascisation des modes de discours va rentrer dans le sport. Et je pense que c'est entre autres ce qu'on commence à voir du côté des États-Unis, avec de plus en plus d'avis qui sont très tranchés, mais qui sont construits sur des post-vérités. Et que ce soit sur les stars ou que ce soit sur le jeu, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, on implique des faits qui ne sont pas réels, on les érige en faits et on construit des narratifs à partir de ça. Et ça, ce sont des méthodes qui, malheureusement, ne sont pas des méthodes très démocratiques et très saines. Et je pense que leur multiplication aujourd'hui ne va cesser d'augmenter tant que le monde sera à tendance fascisante. Donc, mon souhait, c'est évidemment qu'on aille de l'autre côté du spectre et qu'on puisse discuter un petit peu plus horizontalement de la manière dont les réalités se construisent, et notamment les réalités sportives. Et le deuxième plan, c'est l'intelligence artificielle. Je suis désolé pour ce micro-tunnel très relou et très pessimiste. C'est l'intelligence artificielle. Je pense que malheureusement, il y a des tas de journalistes, et particulièrement à l'écrit, qui vont se retrouver au chômage.
Et peut-être que l'éclaircie au milieu de tout ça, non pas pour les professionnels qui vivent de leur passion aujourd'hui, mais pour le contenu de manière générale et pour les audiences, c'est que peut-être que les bénévoles s'en foutront de l'intelligence artificielle et continueront de produire du contenu organique fabriqué et conçu par les algorithmes humains, c'est-à-dire ceux qui font les analyses, c'est ce dont on discutait avant, qui sont remplis de biais, etc., etc. Et je pense effectivement qu'on risque d'avoir de plus en plus de médias qui, par nécessité de rentabiliser la consommation de leur audience, vont faire appel à l'intelligence artificielle pour produire le contenu à bas prix, et qu'en face, on aura une production de contenu organique et humain qui sera disponible plus ou moins gratuitement et que les gens auront la liberté d'aller chercher plutôt que d'aller chercher l'intelligence artificielle. Et c'est là où le serpent... Désolé, c'est très dystopique, mais je ne sais pas répondre à cette question autrement. Et c'est un peu là où le serpent se mord la queue parce que j'ai jamais aimé trop le présenter comme ça, mais concrètement, un média comme Dunkebdo est un concurrent pour des médias qui souhaitent développer ou qui souhaitent en vivre du basket, par exemple. En fait, parce que les bénévoles, quand des bénévoles donnent beaucoup de leur temps et produisent, on va pas dire qu'on produit de la qualité, mais l'idée c'est que quand on produit, en fait, tu vois, dans ton monde un peu, dans le monde que tu as décrit, Greg, plus les médias vont être concurrencés par des contenus bénévoles de qualité, plus ils vont essayer de couper aux marges et de baisser les budgets, etc. Et plus les solutions de facilité pourront être invoquées. Donc effectivement, mais de toute façon, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la rédaction d'articles, il y a eu plein d'alertes déjà dans les salles de rédaction, comme quoi ça commence c'est en train de devenir ça peut devenir un problème à très très court terme, quoi. Donc, et du coup, j'en profite, je fais une micro-parenthèse sur ce que tu dis, c'est que bien qu'on fasse concurrence sur le temps d'audience et le temps d'attention et de rétention d'autres médias qui, eux, sont professionnels en France, moi, j'ai quand même eu le plaisir cette année d'être invité chez Reverse Basket Session, qui est une entreprise et qui m'a offert du temps d'audience chez eux. Donc, merci à eux d'offrir aux bénévoles du temps d'audience chez eux et de ne pas voir comme de la concurrence des gens qui évoluent à côté d'eux en bénévole. Et puis, je tire aussi mon chapeau à Trash Talk parce qu'ils n'hésitent jamais à mettre des liens vers des bénévoles sur Twitter ou sur d'autres médias, d'autres chaînes YouTube. Moi, par exemple, la promotion de ma chaîne YouTube a été faite sur le site Trash Talk. Et Trash Talk est une entreprise avec des salariés, avec des cotisations à payer, comme Basket Session Reverse. Et ces deux médias-là, ils n'hésitent pas à mettre des pouces à des bénévoles, donc ils ne nous voient pas comme des concurrents, alors que finalement, d'un point de vue capitaliste, on leur prend du temps d'audience, puisqu'on prend 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine sur leur temps qui pourrait être sur leur chaîne YouTube à eux, et donc avec les pubs, etc., et le rendement capitaliste que ça génère. Donc, vraiment, chapeau à eux. Merci beaucoup à eux de chaque fois donner de la force aux bénévoles qui font le NBA FR. C'était juste une petite parenthèse positive après la dystopie. Après, ça pourrait être aussi un peu comme on le voit de plus en plus de bénévoles qui rentrent entre guillemets dans la sphère, comme on peut le voir dans la sphère anglophone. Par exemple, on parle des podcasteurs bénévoles qui rentrent dans des organigrammes pour faire des podcasts d'équipe. Tu vois, par exemple, les gars de Denver, je crois que c'est Void ou quelque chose comme ça qui est passé. C'est un podcast officiel maintenant pour Denver ou des choses comme ça. Où voilà, on pourrait avoir potentiellement en France des gens qui font des podcasts qui peuvent, par exemple, qui passera à la radio ou des choses comme ça. On espère de tout cœur on le souhaite même qu'on puisse avoir ces tremplins là qui pourraient aussi, tu vois, je pense que ça aussi, c'est peut-être aussi ça qui permettrait d'aller plus loin. C'est-à-dire que aujourd'hui on a parlé de comment suivre la NBA, et en fait dans la façon de suivre la NBA, on a parlé essentiellement de la télé, des réseaux par rapport au visuel, et après le côté podcast, mais peut-être plus en dehors de la télé, d'autres médias comme la radio, des choses comme ça, ou peut-être qu'il n'y a pas ça encore. En tout cas, moi, je ne connais pas forcément. Après, il y a une question un peu plus large par rapport aux équipes qui ont aussi leurs médias. Il y a une question vis-à-vis de la liberté qu'ont les journalistes à l'intérieur du média rattachés à une équipe de tout plus ou moins dire. D'être plus ou moins critique ou pas envers les choix qui sont faits. Désolé de revenir toujours à Baltimore, mais il y a eu des gros débats au moment où, en gros, la star devait signer sur le traitement des journalistes des médias, du média des Ravens sur les négociations contractuelles, en fait, ou sur les questions qui peuvent remettre en cause le front office, etc., quoi. Quand bien même l'analyse, il y a une question
d'angle mort sur l'analyse qui peut être faite par les journalistes qui rentrent dans les médias des équipes, quoi. Même si ça peut être effectivement une solution. Ce qui est, personnellement, on va parler de ce qu'on a tendance à consommer. J'ai tendance à beaucoup moins consommer ces médias-là parce que on est un peu chez l'école des fans, c'est qui? C'est Jacques Martin. Jacques Martin, exactement. Voilà, je sais pas la rêve complète. voilà. Ils sont là, tes parents. Il est où ton papa? Quelque chose à rajouter, les gars? On peut tout simplement dire que c'est beaucoup plus facile d'être fan de NBA en 2025, en 2015 et qu'en 2005 et qu'en 1995, je pense. C'est un peu plus bordélique. Ça fourmille davantage il faut prendre le temps de se faire, comment dire, son panel. Mais il y a vraiment des choses trop cool à aller chercher, clairement. Eh bien, on va conclure comme ça. Parce que Tom, on en est quand même à pratiquement 4 heures de podcast enregistré en une journée. Mon cerveau brûle. Vous êtes trop forts, les gars. Trop forts. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire aussi votre évolution par rapport... Parce qu'on sait que... Alors, au niveau des stats d'écoute, on a peut-être des... Comment le dire de manière politiquement correcte? On a peut-être des auditeurs qui sont un peu plus vieux, en tout cas que moi, par exemple, personnellement, même si Greg et Tom ne sont pas non plus croulants, hein, bien évidemment. Là, là, les 4 heures de podcast sont en train de se faire sentir. Là. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on a on a une partie assez importante de notre public qui se situe dans la trentaine, voire dans la quarantaine. Donc, c'est assez intéressant de voir cette évolution dans la manière aussi d'appréhender le format podcast, d'appréhender l'évolution du traitement de la NBA à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux, etc. Donc, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Les gars, prochaine fois qu'on va se croiser, ça va être le premier épisode du DH20. Un DH20 cette année qui est, alors, étrange. Pas parce que c'est le dernier sous l'égide de Dunk Hebdo, parce que c'est le foutoir entre 5 et 21, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. C'est l'année où, limite, on pourrait vous faire 2 épisodes sur une place à chaque fois. Tellement c'est n'importe quoi. Et où, à la fin, il y a un top 4, j'en tape dans mon micro, qui s'est facilement détaché, qui s'est même détaché dans le détail des votes, ce qu'on n'avait jamais vu. On n'a jamais vu un top 4 vraiment se détacher, où il y a 1, 2, 3, 4 très précis comme ça, et où le reste, c'est un peu une zone de guerre. J'ai toujours pas regardé le classement de nos auditeurs et auditrices. Je pense que je vais pas le faire avant l'enregistrement. Oh, c'est beau ça. Je pense que je vais pas le faire, je vais découvrir en direct. Ah mais non, parce que tu vas envoyer la trame pour qu'on bosse. Ouais, tu vas être cramé à un moment. Ouais, c'est pas. Après, au niveau de ce qui change par rapport à toi, Greg, je suis en train de regarder en direct, c'est pas du tout radiophonique, on est à 1h45, on fait un peu ce qu'on veut. Je regarde le classement de Greg et ce qui change un peu... Ah, mais c'est pas très étonnant, mais c'est le joueur que tu as mis en 18 qui est pas chez les auditeurs et qui est pas du tout chez les auditeurs. Tu vois de qui je parle? Qui sera un peu ta... Ah non, tu vois pas de qui je parle. Regarder. Tu sais que j'ai mauvaise mémoire. Qui est un joueur qui est dans aucun autre classement. Petit teasing. Yes. Tu vois de qui je parle. Ah oui, c'est bon, ça y est, je vois, ouais, ok. Ouais. Et ben, c'est peut-être ce joueur-là qui est, le teasing qui est chez les auditeurs 31e. Donc, tu vois. Greg, je tease Greg qui va devoir défendre. Mais de toute façon, cette année, c'est tellement fouillis que on doit tous défendre des choix. Je sais que moi, je vais me faire tomber dessus pour l'absence d'un joueur en particulier qui est pratiquement chez tout le monde, je crois, sauf chez moi et Matt. Donc, voilà, on va devoir se défendre. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Nous, on se retrouve donc dans une semaine pour ouvrir ce DH20 2025. Puis d'ici là, on vous souhaite une très, très bonne semaine. Salut. Ciao.